Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode, j'avoue que je sais plus, je crois que c'est épisode plus de 20. Donc ça veut dire quand même qu'on aura eu une belle année fertile. Je suis Zach, je suis de bonne humeur, le retour de la chemise, tout va bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais pouvoir prendre le tout petit début de cette émission, histoire de vous présenter enfin un début de prog cohérent. Voilà, sans image, juste à l'oral, comme ça, ceux qui ratent, tu sais, ceux qui enlèvent l'intro parce qu'ils n'ont pas envie de m'entendre parler, et ben eux, ils se font un petit peu mettre dans le fiac, tu vois, avant de vous présenter mon invité du jour. Avant de vous présenter, du coup, l'invité du jour, je peux déjà vous présenter celui des 3 prochaines semaines, histoire que vous puissiez vous caler un petit emploi du temps par rapport à l'émission. La semaine prochaine, je reçois Monsieur le V12. Voilà, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé Karim, un vétéran de YouTube. On pourra écouter plein de choses de son histoire. Je pense que ça peut être intéressant. Et j'ai également hâte de la faire parce que je le connais, je m'entends bien avec lui. Mais la semaine d'après, je reçois Cyril, super connard. D'ailleurs, il s'appelle plus super connard maintenant. Il s'appelle Cyril MP4. Je l'ai vu sur sa chaîne YouTube. J'ai tapé super connard, j'ai pu trouver, j'étais un petit peu subjugué. Et je fais un petit peu la doublette parce que la semaine d'après, je reçois Amixem. Voilà. Il y a également Bob Lennon qui est en attente. Voilà. J'ai fait une demande auprès de sa manageuse. Peut-être qu'elle dira oui, enfin peut-être qu'il dira oui ou non. On verra. Mais aujourd'hui, c'est pas tout ça, hein, parce que je reçois Xari. Ça va bien, Xar? Salut, tranquille. Bah, ça se passe, je suis juste à côté, donc là, moi, c'est pas difficile de me dénicher, quoi. Non, c'était assez facile. Tranquille. Non, j'avoue, sans mentir, c'était assez facile. Quand j'ai complété la pro, je me suis dit, allez, j'ai pas eu le Xav. Allez, je vais prendre là, lui, il bouche le trou, paf. En plus, le bureau est juste derrière, là, t'as pas fait... Ça fait trop de route, ça va. T'es pas venu de loin. Je t'ai subtilisé pour le récap du jour, du coup. Ouais, c'est pas grave, il se débrouille bien sans moi. J'ai bien aimé la grande liberté que t'avais, parce que quand je t'ai demandé, ouais, je t'ai pas mis dans la merde, là, avec le recul, non, je fais ce que je veux. Bah non, mais bon, ça va, pour une émission, c'est du moment que ce n'est pas une OP qui est grassement payée, évidemment, je peux rater une émission. Enfin, rater, c'est pas je rate une émission pour aller faire du cheval, tu vois, c'est genre, fais une autre émission, donc ça va. Je te l'ai dit off, je te le redis en vrai, t'as un très beau t-shirt. Bah écoute, merci. J'aime bien. On me l'a offert, voilà. C'est la marque Pack, voilà, qui me... C'est le retour du printemps, enfin le retour du printemps. C'est vrai qu'il va vite, là, il fait vite chaud. Les beaux jours à Paris. J'ai peur, parce que j'aurais dû acheter une clim en hiver, quand évidemment elles sont 2 fois moins chères. Et là, je me rends compte que déjà, c'est trop tard, tu vois. Mais bon, tant pis. J'ai pensé de le faire, moi aussi je dois reprendre celle que j'ai à Lyon, parce que ça fait déjà 3 étés que je l'ai, et elle me sauve mes étés littéralement. Je vais pas te mentir que l'année dernière, c'était dur de dormir l'été, quoi. Il fait vraiment très très chaud, quoi. L'enfer. Voilà, fin d'émission, merci à tous. Non, plus sérieusement. Ça va, moi je suis de bonne humeur aussi, tout va bien en ce moment, je suis plutôt cool. Bah écoute, parfait. Ton émission, c'est la tienne là, et on va commencer doucement. Je demande habituellement aux gens le début, donc du coup, comment tu t'appelles, où est-ce que tu es né, ton parcours scolaire, etc. C'est bien, parce qu'on demande la même chose en intro sur Radio Sex, mais ici c'est pour Zach en roue libre. Vas-y, je t'écoute. Ouais, bah je m'appelle Xavier, quoi. Je suis né aux alentours de Dijon, grande ville, qui lutte pour le maintien en Ligue 1 cette année, voilà. C'est vrai en plus. Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Ouais, mon parcours scolaire, écoute, je suis allé en maternelle, puis après au CP. Tout ce qui s'ensuit, toute la primaire, le collège, le lycée. Après, j'ai fait un IUT informatique. J'ai fait une licence informatique. Et après, j'ai fait une licence pro informatique. Au bout d'un moment, j'en avais marre, donc non, en fait, c'était fini. Et après, bah, j'ai bossé directement avec Lipsia en sortie d'études. De base, c'était un stage qui s'est transformé en travail. Et voilà, j'ai fait plein de trucs là-bas. Et puis voilà, puis après, streamer, et puis après, le stream. Voilà, en gros... très rapidement, très succinctement le parcours, quoi. Ouais, bah bon, ça va, tu me l'as fait très succincte, comme tu as dit, pas très détaillé. Mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui commencent comme ça avec des stages dans le gaming et qui après te donnent quelque chose. Bah, moi, c'était vraiment particulier le stage, parce que c'était vraiment... Ça avait rien à voir avec le stream de base. D'accord. En gros, Eclipsia s'est lancé en 1er avril 2012. Et en gros, c'était à ce moment-là, ça faisait 3-4 mois que... je crois que ça a dû sortir en novembre ou décembre de l'année d'avant, la bêta de Dota 2, quoi. Ouais. Et en gros, Rurk, lui, il était à fond e-sport. Donc, à l'époque, ce qui marchait, c'était StarCraft 2 en numéro 1 et League of Legends qui commençait à marcher un peu. Mais dans le monde e-sportif, Dota était très grand, mais Dota 1. Et donc, du coup, Dota 2 allait peut-être devenir très grand. Donc du coup, ils cherchaient des gens qui s'y connaissaient en Dota, etc. Et nous, on est arrivé là avec Dash et Max et donc moi-même pour faire de base des guides sur Dota, etc. Sur le site. Ouais, des guides sur le site. En gros, ils cherchaient... De base, on devait faire une fusion avec un Dota 2 Europe. Ils devaient fusionner avec Eclipsia pour avoir le portail et le forum et tout de la communauté Dota. D'accord. Et nous, on faisait des guides sur les persos, etc. pour
pour essayer de faire du reach. Le but, c'était de se placer sur ce jeu. Si le jeu buzzait, on était les premiers, on avait gagné. Ouais, ça, Bon, le jeu a buzzé, mais pas en France, donc fromage. Ça s'est un peu mal passé. Mais du coup, ouais, de base, j'avais fait un stage. Tu sais, mais un stage. Plutôt rédacteur, du coup. C'était vraiment. C'était pas un stage qui était dans mon cursus. C'est-à-dire, c'était les vacances, je suis allé voir ma fac, je lui ai dit, je veux une convention de stage. Mais tu sais, t'as le droit de faire un stage libre, donc quand t'es à la fac ou autre. Donc là, j'étais en licence à cette époque-là, donc enfin oui, si, je crois que j'étais en licence. Enfin bref, j'ai demandé une convention de stage, j'ai fait mon stage, et quand je suis rentré, j'ai continué à travailler, mais à distance. Et j'ai fait mon année de licence pro, qui est honnêtement, je pense, l'année la plus gratuite au monde. Hein. Ah ouais ouais, c'est ce que j'allais te demander en fait, parce que moi personnellement, même pas hors du fait que je fais des études, je connais pas la différence entre licence et licence pro. En gros, licence pro, techniquement, t'es pas censé continuer après la licence pro. En gros, la licence pro, c'est l'IUT, l'IUT, la licence pro, c'est des formations qui sont en gros professionnalisantes, comme ils disent. En gros, à la fin, normalement, après avoir fait ces formations, normalement, tu vas bosser. Tu vois, tu vas pas continuer tes études. Quand tu fais une licence, souvent, après, t'enchaînes sur un master ou autre. Quand tu fais une licence pro, normalement, c'est pour plus te former à un métier précis. D'accord. Et après, te lancer directement. Donc, en gros, moi, la licence pro, c'était une licence pro. Alors, je sais plus exactement le terme, mais il y a un milliard de problème. Voilà, c'est un truc. Chez nous, on aime bien les termes techniques. Voilà, c'est un truc assez terrible, mais c'était spécialisé dans le web, quoi. Donc, le but, c'était de faire après un métier du web, donc développeur web, ou alors, voilà, soit front-end, soit back-end, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, c'était vraiment sur les métiers du web, sauf que le problème, c'est qu'en fait, en IUT informatique, donc ce que j'avais fait avant, ils t'apprennent la prog de base. Sur du Java, sur du C++, du C#, du C, les langages des trucs de base. Et en fait, en licence pro, ils te font faire des trucs en programmation, mais le problème, c'est que les gens qui arrivent en licence pro, ils n'ont pas forcément fait une licence informatique, ils peuvent avoir fait autre chose. Et donc, du coup, ils redescendent un peu le niveau. Et c'est assez facile, sachant qu'en plus, moi, à l'époque, j'étais très fan de tout ce qui était du JavaScript, le Flash, etc. J'avais appris ça un peu en autodidacte. Ça m'amusait quoi de faire ça quand j'étais chez moi. Et donc du coup, j'avais déjà les connaissances. Et le problème, c'est que le programme, il est pour une classe de 30. Donc c'est pour ça que tu as dit que c'était free. Moi, c'était gratuit parce que, entre guillemets, c'était assez facile. Quoi. Du JavaScript, moi, je faisais pas mal d'AS3 à l'époque. C'est le langage de Flash qui maintenant est un peu obsolète, même carrément obsolète. Mais voilà, Flash, c'était toutes les pubs, tous les jeux Flash et tout, c'était ça. Et moi, j'avais appris un peu l'AS3. C'est le plugin, là ça demande le plugin, ouais. Mais maintenant, c'est de plus en plus rare parce que maintenant, en HTML, CSS, on peut faire des trucs qui sont très équivalents et il y a presque plus de pubs en Flash, etc. Ouais, j'avoue que moi, je connais pas totalement la différence parce que je suis un peu un néophyte dans ce genre de truc. Non, mais pareil, tu sais, quand je vais sur des pages internet, ça demande, le plugin Flash. le plugin Flash, ça, voilà, c'était à l'ancienne époque. Maintenant, c'est vrai ça a bien évolué, donc voilà. Mais donc cette année-là, j'ai un peu pas rien foutu, mais j'avais pas besoin de beaucoup travailler en dehors des cours. Donc du coup, je travaillais pour Eclipsia en plus et j'ai fait un stage du coup aussi ici où je suis retourné à Eclipsia et cette fois-ci je suis allé en Angleterre avec Dash et Max. En gros, on était 3 en Angleterre, pendant que les autres étaient encore à Bruges, à côté de Bordeaux. Okay. Et là, en fait, de base, je devais faire un stage où officiellement, je devais faire le site. Enfin, je devais travailler pour mon cursus. Donc j'ai quand même travaillé sur cette partie et officieusement, je faisais aussi d'autres trucs. J'ai fait les pages perso des chaînes de Zerator, de T'épouse, voilà. On travaillait avec Max et Dash pour le site, etc. On faisait un peu tout, donc j'étais pas du tout du côté devant la cam, quoi. T'as été le couteau suisse un peu. Ouais, c'est ça. En fait, on faisait un peu tout et vu qu'on était en plus en Angleterre, on était un peu les cobayes, quoi. On était là-bas pour voir est-ce que la vie est correcte et tout. Bon, après, nous, on sortait pas trop de notre maison. On habitait en coloc tous les 3. On connaissait pas grand monde, donc on sortait pour faire les courses et tout. C'était pas... Après, Ashford, c'est très tranquille, hein, donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était pas vraiment la nightlife de Ashford en mode. Ouais, c'était pas foufou, mais c'était ok, quoi. Et donc, du coup, fin du stage, je sais pas, en mai ou un truc comme ça. Et après, grandes vacances. Et en fait, après les grandes vacances, je suis retourné là-bas avec un contrat CDI et où là, j'ai fait plus de. J'ai fait un peu les deux. Au début, j'étais un peu hors cam, je faisais quand même un peu tour, l'homme à tout faire, mais j'étais aussi plus devant la cam avec Jiraya notamment. On a lancé la chaîne et du coup, on faisait plus de trucs ensemble aussi sur le stream, etc. quoi. Ouais. Juste avant d'aborder ce passage-là, je vais te poser une question vu que toi, tu étais là-dedans. Ça peut peut-être t'intéresser, mais moi, ça m'intéresse de savoir. Toi qui as été du coup un fan et quelqu'un qui jouait à cette licence du coup Dota, qu'est-ce qui fait que pour toi, elle n'a pas marché en France? À ton avis? T'as peut-être pas la réponse, mais... En fait, le truc, c'est que les gens... J'ai l'impression qu'en France,
les gens ont découvert le MOBA avec LoL en fait. Il y a le Dota c'était un peu une niche quoi, alors qu'en Russie, en Chine, tout ça, c'était vraiment Dota, c'était le MOBA qui a buzzé, c'était big de ouf, et les gens jouaient peu à LoL. En France, comme partout, les gens aiment bien le MOBA, mais c'était peut-être un peu trop compliqué Dota. Et puis Dota c'était sur Warcraft 3, il y avait des trucs qui étaient horribles à faire, les sélections et tout, c'était quand même archaïque et tout. Donc c'était pas foufou. LoL a fait vraiment une version simplifiée, surtout au début de LoL. Voilà, Sky par exemple, lui il joue à Dota, il a joué à LoL, et au début de LoL, il le dira sûrement, enfin il l'a peut-être dit dans ton émission, mais c'était beaucoup plus facile. Enfin, Il le disait. c'était vraiment c'était Dota simplifié pour casualisé en ouais, fait. C'était casu, mais du coup ça a pu happer les gens dans un MOBA, et le problème c'est que quand t'es happé par un MOBA, c'est dur de changer, parce que c'est surtout dur d'aller sur un truc plus compliqué. C'est-à-dire c'est plus facile d'aller sur quelque chose de plus simple. Enfin moi en gros quand la bêta de LoL est sortie, j'ai joué un petit peu, mais je trouvais ça, il y avait genre 20 persos, ils avaient des pouvoirs tout nuls, genre c'était Annie, Ryze, enfin tu vois, c'était vraiment les persos de mort. Et Dota, il y avait 1 milliard de persos et c'était beaucoup plus tactique et tout. Mais le problème, c'est que Dota 2 aussi, ça est sorti un peu tard. C'est-à-dire que Dota 2, c'était vraiment un très bon jeu, mais c'est sorti après LoL, donc ça a souffert de la comparaison. Ouais, LoL, c'est plus facile, LoL, c'est plus accessible. On voit mieux la map, alors qu'en vrai, c'est juste t'aimes ou t'aimes pas les graphismes, mais c'est vrai que c'est peut-être plus clair, etc. Il y a beaucoup moins de choses. Bon, dans Dota, déjà, t'as un item qui te permet de bouffer les arbres, les mecs étaient en mode quoi, tu peux changer la map, enfin bref, ça, c'est ce genre de truc. Et la communauté LoL fait aussi que, en gros, tu joues au jeu auquel jouent tes potes, tu vois. Donc, s'il y a 5 de tes potes qui jouent à LoL et un qui joue à Dota, ça grossit autour de LoL. Et à un moment, LoL, c'était vraiment le Fortnite à moindre échelle, dans le sens où il y avait moins de gens qui jouaient aux jeux vidéo au global, mais LoL, c'était le jeu PC auquel tous tes potes jouaient. Pendant des années. Quand tu sortais de cours, tu allais jouer à LoL parce que, si tu étais un joueur, alors tu jouais très probablement, souvent, tu jouais à LoL. Voire peut-être un peu CS, mais... Ouais, non, mais ouais, CS, StarCraft, c'était quand même des gros jeux, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on avait des groupes Facebook à l'époque, il y avait des groupes Facebook en mode on se retrouve ce soir pour une game de LoL, quoi. Et moi, j'y ai joué en parallèle de Dota, mais je préférais quand même Dota, et je préfère quand même Dota, et je joue plus du tout en ce moment parce que le problème de ce jeu, c'est qu'il faut s'investir beaucoup pour rester à un niveau correct. En fait, c'est le genre de jeu où si t'es mauvais, tu t'amuses pas dans une game. Enfin, que ce soit League of Legends, que ce soit même Fortnite à l'heure actuelle, si t'es vraiment pas très bon, c'est dur de t'amuser parce que tu te fais juste détruire en fait toutes les games. Donc le problème, c'est que pour être bon sur Dota, il faut peut-être un peu plus d'investissement que sur LoL. Du coup, il faut beaucoup jouer. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, ça ne marche pas en France. Moi, mon travail, c'est quand même de streamer. Donc, je peux pas non plus passer trop de temps à jouer hors stream ou alors à m'investir sur un jeu qui ne marche pas dans mon boulot. C'est triste, entre guillemets, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est pas un jeu solo que tu peux faire Si j'ai décidé, je sais pas moi, de faire The Witcher, aussi long soit-il, je peux me faire une pause d'une semaine, j'y joue, ou même pendant un mois, j'y joue de temps en temps. Le problème de Dota, c'est que je dois y jouer tout le temps, quoi. Donc, ouais, c'est ça, je comprends. Et je me demandais, peut-être si dans le chat ou sur YouTube, dans les commentaires, si vous avez certains exemples, de spécificités géographiques comme ça, donc c'est-à-dire de certains pays où un certain jeu ne marche pas alors qu'ailleurs il marche. Parce que chez nous, Dota ne marche pas, il marche ailleurs. Je me demande si c'est le cas peut-être dans d'autres pays. Imagine, je dis une connerie, un pays où LoL ne marche pas du tout, ou un autre pays où CS ne marche pas, ou un pays pire, où Fortnite ne marche pas. Ouais, je sais que par exemple en Chine, LoL a mis beaucoup de temps à percer aussi parce qu'ils sont arrivés peut-être un peu plus tard. C'est Garena, non? Parce que il y avait des tournois Dota, mais c'est surtout que LoL en Chine, même après la sortie de Dota 2, 1 ou 2 ans après, il y avait encore des tournois Dota 1, quoi. Genre vraiment, les Chinois, ils étaient en mode. J'ai vu ça en Corée aussi avec StarCraft Brood War. Ils continuaient à jouer à Brood War alors que le 2 était sorti. Il y avait ça, mais après, je sais que par exemple en France, notamment grâce à Gotha, mais H1Z1 a beaucoup marché. Et il marchait pas beaucoup ailleurs, quoi. Par exemple, je me souviens de certaines compètes où sur le stream français, t'avais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais t'avais genre 20 000 viewers, et sur le stream inter, t'avais 40 000, tu vois. Alors qu'on représente pas techniquement, on représente pas un tiers de toute la commune normalement. C'est vrai qu'en réfléchissant, on regarde même dans le monde, regarde, on est 70 millions en France, tu comptes les autres pays francophones, t'as peut-être, je sais pas, je dis peut-être une connerie, peut-être 200 ou 300 millions de francophones dans le monde. Par contre, contre le nombre d'anglophones potentiels, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on fait un peu figure d'exception, tu vois. Ouais, c'est des trucs comme ça. Après, il y a aussi des hypes qui arrivent. Genre Overwatch, il y a beaucoup de joueurs. Mais par exemple, sur les compètes, le championnat du monde, nous, on a réussi à mettre une hype autour de l'équipe de France. Ce qui fait que même les gens qui regardaient pas Overwatch de base ont regardé Overwatch. Et c'est pour ça que sur le stream français, je sais pas, on avait 50 000 viewers. Et sur le stream inter, il y avait peut-être 100 000, quoi.
alors qu'on représente pas un tiers du viewership total Là, de je me base. rappelle avec le 6, là, le hashtag. Ouais, mais c'est ça qui est bien, ils arrivent à mettre la hype sur un jeu. C'est comme, par exemple, quand il y avait eu le vote contre l'équipe du Brésil de Rainbow Six. Rainbow Six. Tout le monde s'en fout de Rainbow Six. Enfin, tout le monde s'en fout pas, mais ceux qui jouent pas, qui sont pas dans la niche, c'est quand même un jeu de niche. C'est-à-dire que sur 10 joueurs, il y a peut-être un ou deux mecs qui jouent à Rainbow Six, mais c'est pas le plus gros jeu. Et pourtant, tout le monde s'est mis derrière, tout le monde a voté. Même des personnalités qui ont voté, ils savaient pas ce que c'était, mais quand tu arrives à faire un engouement derrière un truc. Je sais, et même Seb Lafrite, il avait fait une petite vidéo sur son YouTube où il a C'est juste. Tu sais qu'il a délète 1 heure après. Ouais, mais c'était une guerre d'ego. Mais c'est marrant, tu vois, c'est le genre de truc. Comment Gotaga a gagné, là, il y a pas longtemps, le streamer ou je sais pas quoi, enfin, la personnalité sportive de l'année. Bon, normalement, Gotha, il est big. En France, c'est le numéro 1, clairement. Mais il est pas censé perdre. Enfin, il est pas censé gagner contre un Ninja ou contre un Shroud. Voilà. C'est juste que nous, en France, on est peut-être un peu plus soudés. Et puis, on a un peu plus cet ego de on va gagner en tant que Français, quoi. Or qu'aux States, bon. Puis après, c'est pas non plus un prix, c'est pas le prix Nobel non plus qu'il a reçu. C'est pas un prix qui compte dans la carrière d'un type. C'est marrant, mais les mecs arrivent à être soudés et arrivent à être mobilisés pour un truc qui, au final, n'est pas. C'est juste un truc drôle. C'est pas signifiant en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aime bien s'auto-flageller, tu vois, s'auto-reprocher, genre ouais, en France on est comme ci, comme ça, comme ça. C'est vrai que par contre, il y a bien un truc sur lequel on n'a pas vraiment à avoir honte par rapport aux autres, c'est au niveau de notre commu, Internet, YouTube, Twitch. J'avoue qu'on est plutôt soudés et plutôt bien engagés, quoi. Les gens sont engagés. Ils parlent, ils râlent souvent, mais au moins ils parlent, quoi. C'est souvent ça qu'on dit, quoi. Mais pareil, on dit ça aussi du public français quand il y a eu les All-Stars de LoL ou les championnats du monde de LoL, les mecs disent oh putain, en France ils applaudissent, genre on fait un CS, enfin on fait un last hit, les mecs sont en mode oh et tout. Tant mieux, tu vois. Je préfère avoir cette réputation que All-Stars 2014, les poules en 2015 de LoL, des Worlds S5 avec Origen, Fnatic, etc. Ouais, je me rappelle. C'est mieux d'avoir ce genre de public, quoi, en vrai. Effectivement. Donc pendant tout le moment où tu étais étudiant, etc., tu jouais exclusivement à Dota ? Non, en fait, moi j'ai. C'est comme ça que t'as découvert les jeux vidéo. C'est quoi tes premières références ? Non. Début des jeux vidéo, c'est Game Boy. Game Boy, en gros, je devais être en CE1. Donc la Game Boy venait de sortir à l'époque. Donc j'avais le fameux ami qui est plus riche que toi et qui se fait, enfin, pas forcément plus riche, mais un peu pourri gâté, tu sais, qui a tous les nouveaux trucs. Qui avait la Game Boy, la grosse, là. La Advance, la Color ? Non, la toute première. Là, la Color, Game Boy Color. Non, avant la Color, la première, genre la Game Boy, le cube, quoi. Le pavé, comme on l'appelait, la brique. Hein, c'était vraiment avant la Game Boy Color. Et moi, en CE1, je crois que j'avais fait du semi-chantage à ma mère, du genre, si je suis premier ce trimestre à l'école, tu m'offres une Game Boy Pocket. Tu vois, c'était la deuxième version, c'est un peu plus petite. Mais toujours pas de couleur et tout. Et elle m'avait dit OK en mode OK. Et donc, du coup, j'avais été premier de la classe. Donc, du coup, j'avais réclamé mon dû. Et j'avais un frère qui avait 2 ans de plus que moi. Et en gros, on a eu la Game Boy en même temps. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à jouer. Mon tout premier jeu, Lucky Luke, hein, vraiment. Parce que je suis fan de BD aussi, donc voilà. Et son premier jeu, c'était Verali, fan de voiture. Donc, voilà. Et donc, on a commencé à jouer. En plus, nous... on est né en mai, donc lui il est né le 20 mai, moi le 27, donc en gros... Quelques années d'écart ou... on a 2 ans d'écart, mais ce que je veux dire c'est que l'anniversaire tombait à peu près au même moment, donc souvent lui commandait un jeu, moi je commandais un jeu, et puis on se laissait échanger parce qu'on s'en foutait, quoi. En gros on commençait la soirée d'anniversaire avec notre jeu, et puis au bout de 3 heures on dit on échange, et c'était parfait, tu vois, on a 2 jeux au lieu d'un. Donc je me rappelle des fameux, moi j'avais commandé Track and Field, le jeu d'athlétisme, et lui il avait commandé, je sais plus ce que c'était, mais genre Wario Land, je dis n'importe quoi. Au bout de 2 heures, on était en mode bon, on a envie de changer de jeu, c'était pas mal pratique, quoi. Et donc Game Boy pendant un très long moment. Après PlayStation 1, on a pareil avec mon frère, on s'est mis à 2 pour demander le même cadeau parce que au final on avait qu'une seule PlayStation. Au final, lui, il avait quand même eu le même cadeau que toi, alors qu'il a pas vu à finir. Non mais si, je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais il avait sûrement dû faire un truc aussi. Je vanne. Mais après, on essayait de pas faire de jaloux. Imagine, moi j'avais la Game Boy et lui non. En plus, il est plus grand, donc c'est terrible, quoi. Ouais. Donc PlayStation 1, on s'était mis à 2, pas pour l'acheter parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on avait dit notre cadeau d'anniversaire, au lieu d'en acheter un chacun, on préfère que vous mettiez plus d'argent pour acheter la PlayStation, quoi. Et on avait pris un coffret, pareil, avec Colin McRae, Lucky Luke, encore. Ah ouais, Colin McRae, tu viens de me le rappeler, le jeu. Et Spyro, donc c'était un pack avec 3 jeux. Et donc mon premier jeu sur PlayStation, c'est aussi Lucky Luke, du coup. Et lui, c'est aussi un jeu de caisse, donc c'était marrant.
Et voilà, donc on a joué à la PlayStation 1. Je m'en rappelle, moi, d'un jeu qui m'avait marqué particulièrement, c'est Metal Gear Solid. Parce que c'était ma sœur, en fait, qui nous avait offert 2 ou 3 jeux. Et dans les 2 ou 3 jeux, c'était des jeux un peu de guerre, tu vois, avec des flingues et tout. Et ma mère avait dit, ah non, il joue pas à ça. Et ma sœur avait réussi à convaincre ma mère que Metal Gear Solid, c'était pas un jeu de guerre où il fallait pas tuer les gens, c'était un jeu d'infiltration. Ce qui est vrai. Au final, c'est vrai, tu vois, c'est pas totalement un mensonge. Même si t'as des armes et tout, c'est quand même un jeu d'infiltration. C'est un peu. Je sais plus ce qu'étaient les autres jeux, mais je dis n'importe. Splinter Cell. Non, c'était avant Splinter Cell, mais ça devait être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça devait être genre Medal of Honor. Là, c'est genre un vrai jeu de guerre, tu vois. Moi, je crois que tu voulais dire autre jeu dans ce style, pardon. Non, mais en gros, ma sœur avait ramené genre 2 ou 3 jeux, et dans les 2 ou 3 jeux, il y avait 2 jeux vraiment de guerre, style Medal of Honor, et un jeu style Metal Gear Solid. Et du coup, elle avait réussi à faire en sorte qu'on garde quand même un jeu sur les 3, parce que ça aurait été un peu chiant en mode, bah non, tu les ramènes tous. Du coup, on n'a pas de cadeau, quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait galéré, parce que Metal Gear Solid, c'était un double CD, parce que c'était un gros jeu. Et en fait, à un moment, tu dois changer de CD. Et sauf que dans le jeu, ils te disent oui, vous devez changer de CD et tout. Mais en fait, moi et mon frère, on n'avait pas compris. Mon frère et moi, on était en mode comment ça changer de CD? Parce qu'on croyait que c'était dans le jeu, donc on regarde dans les menus et tout. On a galéré pendant 1 ou 2 heures. On a appelé ma sœur, et ma sœur a appelé un pote qui avait fait le jeu. Et elle a dit non, mais en fait, il suffit d'ouvrir la console et tu le mets le CD. Mais sauf que ça semblait tellement pas naturel, tu sais, d'ouvrir le couvercle. Et changer de CD, ouais. Alors que le CD est en train de tourner, tu te dis mais je vais péter la console et tout, et en fait non, c'était juste ça. Et on était en mode putain. Et à l'époque, t'avais pas internet, t'avais pas. Enfin, moi j'avais pas internet, donc on n'avait pas assez de soluce. On regarde sur internet et voilà. Et c'est un moment qui m'a marqué. Et ce jeu m'a marqué parce que c'est un des premiers gros jeux que vraiment on était à fond avec mon frère. On jouait tous les deux, enfin genre on jouait et regardait et l'inverse, etc. Et pareil, enfin. T'as les premiers trucs, genre le truc de Psychomantis, tu sais, qui fait vibrer ta manette, et tu dois jouer avec la manette qui est dans le port 2 pour pouvoir brain le perso dans le jeu. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, oh, ils sont trop forts et tout. Et c'est ce genre de trucs qui m'ont marqué. Et voilà, donc PlayStation. Et puis après, plus de consoles de salon. On avait pas spécialement d'argent non plus, mais. Et après, on est retourné. Enfin, moi, je suis retourné sur la Game Boy. Donc j'avais demandé la Game Boy Advance, j'ai eu la Game Boy Advance SP. Ça, quel plaisir. La grise, ouais, la grise métallique. Donc voilà, donc là c'était vraiment le rêve. Donc voilà, et puis après PC quoi. PC, j'avoue que à part la PlayStation, j'ai jamais eu vraiment de console de salon. Donc c'est passé de PlayStation à PC. Même pas de petit Pokémon dans le lot alors Pokémon sur Game Boy, mais c'était même pas mon jeu, c'était un jeu prêté par un pote, mais tu sais qu'oublie qu'il l'a prêté, du coup je l'ai gardé, mais oh le voleur. Mais non mais tu sais, je dois encore avoir un Taxi 1, pas un Taxi, un Driver 1. Oui, le jaune là. Ouais, c'est le GTA, enfin c'est le avant GTA, mais t'es que en voiture quoi, tu te balades pas dans la rue. Et prêté par un pote, je sais même plus comment il s'appelle quoi, enfin c'est genre, et je l'ai encore sûrement dans mes cartons. Si tu regardes la vidéo. Tu regardes la vidéo, je crois qu'il s'appelait Pierre. Donc voilà, c'est Pierre. Et je crois qu'en pire, c'était un jeu qui m'avait prêté, que quelqu'un lui avait prêté. Donc voilà. Je crois que Pierre avait emprunté ce jeu à Julien et il me l'a prêté. Et donc Julien, si jamais un jour tu regardes ça, j'ai ton jeu Drive. Et voilà, donc et après PC. Donc PC qui était de base pas dans ma chambre, donc je jouais pas forcément beaucoup, mais je kiffais jouer, etc. Et de base, j'avais pas internet non plus. Donc on commandait pour Noël, je commandais les gros packs de, tu sais, où il y a 10 jeux. C'est 10 jeux collector, mais qui sont sortis un petit peu avant. Donc genre imagine Prince of Persia 2 est sorti, t'as le Prince of Persia 1, Alexandra Lederman de l'année, le FIFA de l'année, les trucs comme ça, tu vois. Et donc je commandais ça, j'étais en mode, j'ai 10 jeux, c'est parfait. Et on a eu internet à partir de 2006, je crois, un truc comme ça. Donc assez tard, entre guillemets, par rapport à mes potes. Et à partir de là, j'ai commencé un peu à jouer en ligne. J'ai commencé à jouer à un MMO, à Ragnarok un petit peu, quoi, parce qu'on me l'a présenté. J'étais surtout sur des forums et tout, je jouais à des jeux Flash, des trucs comme ça. Et j'ai joué aussi à Rappels en MMO. Et puis après, l'histoire de Dota, c'est quand j'étais à l'UT, en pause, on faisait des pauses LAN, quoi. Ah ouais. Donc en gros, on avait parce qu'en informatique, tout le monde est un petit peu à fond. Moi, j'avais acheté un PC portable exprès pour bosser, mais voilà, il faisait tourner quelques petits jeux, quoi. Dota, c'était Warcraft, donc ça tournait. Et en gros, on se retrouvait à chaque pause, midi et tout. On rushait les premiers qui étaient, on courait vers la salle de. C'était notre salle de. D'informatique ? Non, c'était notre salle d'assaut en fait. Okay. Donc qui s'appelait l'éthique et tout. Et donc du coup, il y avait 8 câbles. Et au tout début, le premier jeu qu'on a séché, c'était Left 4 Dead. Donc en gros, il y avait que 8 places.
parce que c'était du 4v4, 4 humains contre 4 zombies, et les premiers arrivés étaient les premiers qui avaient le câble Ethernet. Ça y est. C'était de la vraie LAN, hein. On n'était pas en réseau, on était en réseau local, quoi. Donc, et on jouait de ouf à Left 4 Dead 2 ensuite. Et un jour, il y a un ancien qui est venu qui a fait « Mais pourquoi vous jouez pas à Dota et tout comme ça, vous pourriez être 10, parce que c'est du 5v5. » Et voilà, on a lancé Dota. Et Vous avez trouvé 2 câbles en plus? bah, on en avait des milliards, hein, des câbles là. Mais voilà, on a lancé Dota. Je me rappelle encore de ma première game avec mon Centaure. Voilà, je mettais des gros stuns. Et j'ai tout de suite adhéré. Enfin, en fait, c'est le genre de jeu où quand tu joues ta première partie, t'es perdu. Mais tu sais, t'as envie de comprendre un peu plus, t'es frustré de pas avoir compris, donc t'as envie de creuser. T'as envie d'acheter l'item le plus cher du jeu, t'as envie de battre celui qui t'a battu juste avant, et du coup on a beaucoup joué, et à partir de là, voilà, moi j'ai commencé ensuite après à jouer chez moi, etc. J'ai acheté Warcraft 3 pour jouer à Dota. Genre, j'avais jamais joué à Warcraft 3 de ma vie, d'ailleurs je n'ai jamais fini Warcraft 3. J'ai rejoué un petit peu à la campagne plus tard, mais j'ai jamais joué à Warcraft 3, quoi. Donc voilà. Ah, t'étais vraiment et en plus les RTS c'était pas trop mon truc. Le seul jeu auquel que j'ai vraiment entre guillemets poncé, c'était Age of Empires à l'époque sur PC, le 1. Et à chaque fois que je faisais un archer sur éléphant, le PC plantait parce qu'il avait 32 mégas de RAM à l'époque. Donc c'était un vieux PC. Ah ouais, 32 mégas. Et le pire, c'est qu'à chaque fois on faisait une partie, on se disait cette fois-ci, ça va marcher. Et à chaque fois on faisait l'archer sur éléphant, à chaque fois le PC plantait. Et puis 32 de RAM, gros, quand il a un écran bleu, t'es en mode, c'était même plus des écrans bleus, c'était un écran d'erreur dégueulasse. Tu sais, c'est la tour qui est sous l'écran, enfin c'est vraiment des vieux PC, il doit encore tourner là, mais c'est vraiment c'est de l'antiquité, quoi. C'est du Windows 98, des trucs comme ça. Je me demande s'il y en a beaucoup qui ont découvert des jeux en particulier comme ça dans des salles informatiques, parce que moi au lycée aussi j'avais une salle informatique comme ça, où par contre on avait les PC du lycée, parce que j'étais dans un lycée qui avait des thunes un peu, tu vois, donc il y avait vraiment une belle salle avec genre 8-10 PC comme ça, et pareil, ça faisait des modes LAN, et ça jouait et ça jouait à StarCraft, à Call of Duty 4 aussi, mais sur PC, tu vois, et c'était stylé, il y avait plein de gens qui ont découvert des jeux comme ça, et c'était une salle où tu pouvais aller dès que tu avais 1, 2, 3 heures de pause. J'avais une salle info au collège. Mais bon, après, moi, c'était un petit peu avant, parce que voilà, on n'a pas le même âge exactement. Mais, à l'époque, nous, on jouait à des jeux flash surtout. Donc, on allait en salle info, on allait sur Miniclip, les trucs comme ça, jeuxflash.com. Absolu Flash. Voilà, Absolu Flash, des trucs comme ça. Et ça jouait à Yeti Sport. On pouvait jouer à Yeti Sport, on pouvait jouer aussi aux jeux avec les tanks, là, les trucs comme ça. Et j'étais aussi sur un site qui s'appelait Gamuse. Gamuse, apparemment, on doit prononcer, mais tout le monde prononçait Gamuse. Et en gros, c'était un site où il y avait un chat, où tu avais un chat virtuel, mais avec des personnages. Genre, tu avais des animaux et tout, tu pouvais incarner un personnage. C'était beaucoup plus vivant qu'un chat IRC à l'époque, tu vois. C'était vraiment, tu te baladais sur le chat, tu pouvais bouger ton personnage, tu parlais dans des bulles et tout. C'est un peu à la style Abo Hotel, Blablaland, mais c'est arrivé avant, tu vois. Et il y avait aussi, surtout, il y avait un championnat de jeux Flash. Et en gros, tous les mois, enfin tous les jours, il y avait 3 jeux. C'est des jeux à score, donc par exemple Yeti machin, Yeti etc. Sport ou un truc. Et en gros, c'était le seul, je crois, le seul site qui a jamais fait ça. En tout cas, c'était le premier. Et donc tu jouais à ce jeu, tu obtenais un score qui était du coup transformé en points. Et tu avais un championnat. Et à la fin du mois, celui qui gagnait, il avait une coupe et tout. Et dans le forum, tu avais un badge en mode gagnant du mois d'avril. T'étais refait, t'étais vraiment le boss. T'as réussi? Moi, j'ai jamais été champion parce que je jouais pas. Enfin, j'étais pas. Il y avait vraiment des joueurs pros de ces jeux de Flash, tu vois, qui étaient ultra chauds. Mais sur le forum, moi, j'étais modo et tout. Tu vois, et c'était vraiment, il y avait une énorme commu à l'époque. Je crois que le maximum d'utilisateurs, ça devait être 100, 125 000. Et c'était énorme pour l'époque. Ouais. Donc, c'était pas 125 000 tout le temps connectés, mais 125 000 mecs qui sont inscrits. Je vois ce que tu veux dire. C'était énorme. Et vraiment, tous les soirs, on allait sur le site et tu sais, c'était vraiment. C'était la bande de potes, quoi. C'est comme si tu te rejoignais sur TS, sauf que tu parlais pas parce que t'avais honte de ta voix, t'étais un pige, t'avais 12 ans. Personne parlait. Moi, je mentais sur mon âge, moi. Ouais, bah moi aussi. Alors que maintenant, je préférais mentir dans l'autre sens, quoi. En fait, je prenais l'identité de mon frère au tout début. C'est-à-dire que vu qu'en plus on est né au même moment, c'était parfait. Je mettais juste que j'étais né en 90 au lieu de 92. Je me faisais passer pour le grand, je faisais pas de faute. Mais moi, j'ai fait un truc pire. Je suis désolé, mais sur le forum, du coup, pour bien me faire voir, j'avais 2 comptes au tout début. Hein. Ça a duré, allez, genre une semaine, sachant qu'au tout début. Attends, il va nous sortir un truc là. Au tout début, j'accédais pas à ce forum de chez moi parce que j'avais pas internet. Donc j'accédais que quand j'étais au collège et aussi quand j'étais chez ma sœur. Parce que chez ma sœur, en gros, on allait en vacances là-bas, elle avait un PC et quand elle allait bosser, toute la journée, t'étais sur le PC. Tu devais être trop content. On était refait, gros. C'était les meilleures vacances, quoi. Et donc, j'avais un mec qui parlait, entre guillemets, mal. En gros, je parlais mal, je faisais exprès d'écrire en SMS et tout. Et j'avais mon deuxième compte
Et je disais à l'autre, je faisais, mais gros, non, tu peux pas dire ça et tout. Donc en gros, imagine, je sais pas, ça a vraiment pas duré longtemps parce que je me suis dit, un, c'est trop chiant et deux, ça sert à rien, tu vois. Oh, le snob. Et en gros, par exemple, je sais pas, pour un truc débile du genre, oh, on devrait mettre tel jeu, je dis n'importe quoi, hein, parce qu'on n'avait pas accès à ça, mais bref. Et donc moi, j'arrivais avec mon faux compte, je disais, non, mais c'est nul ce jeu, MDR, il faut pas jouer à ça. Et moi, j'arrivais avec mon vrai compte, je fais, mais non, mais tu peux pas dire ça, voyons, le jeu a été pensé par la communauté et tout. Tu sais, je faisais genre le mec, au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, c'est trop chiant, j'ai juste viré mon compte secondaire et j'ai utilisé mon compte principal. Et personne l'a su sur la communauté. Après, je l'ai dit à plus tard parce que c'était marrant, mais tu sais, à l'époque, t'as 12-13 ans, tu veux juste bien te faire voir. Dans ce genre de commu, le problème, c'est que t'as envie d'être reconnu par les gens, tu vois. Et du coup, t'as un peu tu fais un peu tout ce que tu peux pour être dans le clan, la guilde, parce qu'il y avait des clans de joueurs aussi, etc. Pour être dans la meilleure guilde, celle où il y a tous les gens les plus importants. Enfin, c'est comme si t'étais dans une école bis, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire ses preuves. Après, au final, je me suis juste rendu compte que juste en étant là et en montrant que t'es pas trop con, les gens, ils t'apprécient, tu vois. Donc, Putain, lourd, sérieux. mais c'était marrant à faire, c'était marrant. Je me suis dit, putain, mais quel plan machiavélique, tout le monde va m'adorer parce que je remets les gens en place. Et le truc, c'est que vu que je postais et que 2 secondes après, j'étais tout le temps là, où en gros, c'est comme si j'étais Bonnie and Clyde, enfin pas Bonnie and Clyde, mais comme si c'était genre le mal et le bien en même temps. C'est genre, je fais le mal, je pète une vitrine, et juste après, je fais, oh là, qui a pété cette vitrine? Tu vois, bon, ça va pas marcher très longtemps, mais c'était marrant, quoi. Au final, t'as que 3 ans de plus que moi, donc en soi, on était à peu près quand même dans une période un peu similaire. Moi, c'était sur Pricey que je jouais. Ouais, bah nous aussi, moi j'ai joué pas mal à Pricey quand j'étais au collège. J'avais gagné des tasses, des Moi, ventilateurs USB. J'avais gagné des trucs quand même sur Pricey, mais c'est vrai que c'était dur parce que même à l'époque déjà, Pricey c'était déjà big. Et puis même quand t'avais 1000 bubs, t'étais pas sûr d'avoir le cadeau, quoi. C'est vrai, en parce que plus. C'était au hasard, quoi. Il y avait les enchères et tout, alors le Ouais. tirage au sort, c'est rendez-vous, sérieux. C'était assez terrible. Mais moi, j'avais par contre beaucoup profité d'un autre site qui était fait par Motion Twin, donc ceux qui ont fait la brute et tout, Dino Park, enfin eux, ils ont sévi sur les internets, ils D'accord. ont dû se faire des couilles en or d'ailleurs. Et ils étaient très très forts, ils étaient une dizaine, quoi. Ils étaient vraiment peu. Ils faisaient Vraiment, plein- les sites comme ça, avec les codes Audiotel, les packs et tout, ils ont dû se faire Mais tellement de c'est- thunes en mais 2005. c'est surtout que eux, ils sont vraiment forts parce qu'ils faisaient des trucs qui étaient très addictifs et qui ne demandaient pas un énorme travail au niveau du dev. Par exemple, la brute, rien de plus simple, tu cliques et au final, c'est que des maths derrière. C'est le mec qui a une épée qui fait 10 dégâts par seconde, l'autre, il a une épée qui fait 11 dégâts par seconde. Tu fais des maths, tu ajoutes un petit facteur RNG pour faire en sorte que le plus faible puisse des fois gagner. Et voilà. Donc c'est juste, ils ont eu des très très bonnes idées et surtout, ils étaient peu nombreux. Donc moi, j'étais admiratif, j'étais en mode putain, mais je veux faire ça. Tu vois. Au tout début, quand j'ai commencé à faire des trucs sur le net informatique et tout, je me suis dit, putain, je veux faire des trucs comme ça, des petits jeux comme ça à la con. Et ils avaient lancé un truc qui s'appelait Studio Quiz. C'était un truc de quiz de culture générale. Et en gros, qui était en association avec Pricey. Mais je connais ça. Et en gros, Pricey livrait les cadeaux pour. Parce qu'eux, c'était devenu big pour Studio Quiz. Et au tout début du site, pour 30 points, tu pouvais avoir 30 points, c'était l'équivalent d'une partie parfaite. Parce qu'en gros, c'était une question, le premier gagne 3 points, et t'as 10 questions en tout. Et donc moi, je campais sur le site. Dès qu'il est sorti, j'ai campé sur le site et j'ai récupéré des jeux de Nintendo DS, enfin de Game Boy Advance et tout, pour 2 parties parfaites, quoi. J'ai récupéré beaucoup de cadeaux au tout début. Et après, bah, plus il y a de gens, plus un cadeau de mort coûte 1000 points, quoi. Et au bout de très peu de temps, Pricey a arrêté parce que c'était pas rentable pour eux, apparemment, de donner des cadeaux, etc. Putain, Studio Quiz, mais mec, j'ai été Mais dessus aussi. Studio Quiz, c'était vraiment pas mal. Et c'est à partir de là aussi où je commençais à bien aimer faire des quiz et tout en ligne. Je fais pas des quiz quand je rentre chez moi, mais tu sais ce que je veux dire. Non, mais il y a Massive Trivia Quiz qui est un site. Souvent les gens connaissent Massive Music Quiz, où c'est un site de blind test. En gros, ça a été racheté il y a 1 ou 2 ans par une autre boîte qui a refait Massive Music Quiz pour en refaire le truc de blind test. Mais ils ont racheté aussi du coup le site avec les questions, mais ils ont pas refait le site des questions. Du coup, j'étais en mode trop déçu, quoi. C'était vraiment marrant, tu vois, d'y Ah, bien aller. sûr. T'as des mecs qui sont là, qui campent tout le temps, qui ont toutes les réponses à des trucs insane. Et c'est vrai que moi, je m'amusais. Pareil, sur ERC, t'avais des channels quiz, etc. Et ça a toujours été marrant de faire ce genre de trucs. Mais là, c'est Studio ce qui Quiz, t'a c'était aidé à parfait. savoir au fur et à mesure des années plein de trucs comme ça. Bah, ça aide forcément, que ce des soit fois. anecdotes ou. Ça sert à avoir, oui, des petites anecdotes et tout, mais après, en vrai, les gens disent des fois que voilà, j'ai de la culture et tout, mais en vrai, je parle à mon père, je suis en mode, mais je suis une grosse merde, quoi, en fait. C'est juste que j'ai l'impression que dans notre milieu, peut-être pas les gens de notre âge, parce que je peux pas faire une généralité, mais dans le milieu dans lequel je vis, c'est vraiment les gens ont des énormes connaissances, mais sur des trucs bien ciblés, tu vois. Ok. Et qui s'intéressent peut-être moins des fois à d'autres sujets qui, moi,
je prends un peu tout. J'aime bien. Des fois, je me perds sur YouTube, je regarde un reportage sur, je sais pas, les citrons, et puis juste après, je regarde un reportage sur, je sais pas moi, les finances dans l'Europe. Enfin, tu vois. Et des fois, un reportage sur la 8, les gardiens de la paix. Enfin, tu vois. Enfin, C'est ce que j'allais dire. Moi, j'aime bien regarder des trucs. J'aime bien apprendre des trucs, quoi. je vois bien un point commun entre toi et Sky dans ce sens, c'est que vous aimez bien les trucs un peu réflexion, un peu. Ça passe par le fait que déjà à l'époque tu faisais du code toi-même, ensuite tous ces trucs de quiz, de savoir, de reportage et tout, j'ai l'impression que t'aimes bien te cultiver plus que la moyenne. Ouais, je sais pas, j'aime bien apprendre des trucs, tu vois. Genre quand j'étais petit, j'adorais les dinosaures, j'étais en mode fan de ouf. Et là, il y a pas longtemps, genre, je sais pas, 2 mois, je suis retombé sur une chaîne sur YouTube où il y avait masse vidéo de dinosaures, il y en avait genre 55, j'ai tout regardé d'un coup. J'étais en mode, putain, trop bien les dinosaures et tout. Et en plus, moi, je regarde en x2 évidemment, donc ça va vite. Chut. Arrête. Et je prends les informations, je les gobe. Et c'est vrai que j'aime bien. Après, il y a des trucs que je regarde qui sont totalement cons aussi. Hein. Il y a des reportages sur la répression des fraudes de nourriture, gros. Enfin, ça va rien changer à ma vie. C'est juste que les reportages sont quand même faits de telle façon que je les regarde, tu vois. Ça m'intéresse. T'as dit des trucs cons, je m'attendais à ce que tu me dises, j'en sais rien, des fragmouilles Fortnite. Non, le mec regarde quand même des trucs sur la répression des fraudes alimentaires. Ouais, bah j'ai regardé ça il y a 3 jours, quoi. Genre, je sais pas, c'est. Non, propre. Je sais pas, ça m'intéresse. Après, il y a des trucs qui m'intéressent pas du tout aussi, mais puis il y a des trucs qui sont des fois que je regarde qui sont chiants et j'arrête, tu vois. Mais je sais pas, j'aime bien les trucs genre complément d'enquête, Capital, les trucs comme ça, moi ça m'intéresse, tu vois. Enquête exclusive. Mais je regarde en x2 parce que c'est trop long, quoi. Et bon, ça c'est une habitude que les gens n'aiment pas trop. T'optimises ton temps. C'est juste que quand t'as un truc qui dure 40 minutes et que tu sais qu'en fait ça va te prendre que 20 minutes, mais quel plaisir! Genre, je me sens bien, moi, tu vois, quand le matin, je me réveille, je sais pas, imagine, il est 11h, 11h30, et que je dois me lever à midi, bah, je peux me regarder un reportage d'1 heure, quoi. Parce qu'en fait, ça dure qu'une demi-heure, et là, je suis en mode... Et c'est trop bien, gros. Une fois... Je te comprends, parce que récemment, je commençais à regarder des trucs en 1,5, c'était les High Stakes Poker, là, les vieux épisodes où ils jouaient autour d'une table. Ils jouaient avec les vrais billets, là. Exactement, tu vois. Et je l'ai regardé en 1,5. Donc du coup, les épisodes d'1 heure me prenaient du coup que 40 minutes, du coup, si je fais mes maths correctement. Et en 40 minutes, j'avais gobé l'épisode et ouais, bon. mais du coup, quand t'as commencé à... Il y a certains youtubeurs que je regarde... sur YouTube, je regarde beaucoup en x2, sauf les trucs qui nécessitent de regarder en x1, genre la musique. Bon, en x2, c'est un peu de la merde. Genre certains best-of et tout, je regarde en x1. Mais par exemple, quand je déroche mes best-of pour voir si ça me convient, je regarde en 2.2, quoi. J'ai pas envie de me voir déjà, et puis ça me permet d'aller vite, de pas regarder le best-of de 10 minutes, je le regarde en 5 minutes, quoi. Mais il y a des youtubeurs que je regarde exclusivement en x2, et que du coup, des fois, quand je les lance et qu'ils sont en x1, je ne reconnais pas la voix, parce que c'est trop bizarre, tu vois. Genre, La voix est accélérée et tout ça, ouais. Donc ouais, genre, il y a un mec qui s'appelle, je sais plus ce que ça s'appelle, c'est une chaîne, il fait une chaîne de marketing, ou je sais pas quoi, enfin, il parle très distinctement. Ok. Donc du coup, tu peux mettre en x2, et parce qu'il y a des personnes qui mâchent leurs mots et tout, c'est difficile. Tu sais, tu peux pas regarder Léo Duff en x2. Je regarde Léo Duff en x2, mais Mais je... putain, moi j'avais mon exemple là d'un gars qui parle super vite et tout. Léo Duff, il parle super vite, mais il parle très clairement. C'est vrai. Il parle très distinctement. Donc, C'est vrai. quand je regarde Léo Duff en x2, j'avoue qu'il faut que je me concentre quand même, mais je le regarde en x2, mais ça passe parce qu'il parle très bien. Et puis c'est écrit ses vidéos, enfin tu vois, il parle et surtout il articule bien. C'est très cuté, etc. Tu vois. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, c'est que voilà, il s'exprime bien, donc c'est facile. C'est plus ceux qui parlent un peu dans leur bouche et tout. Parce que quand tu mets plus rapide, il faut mettre plus fort aussi. C'est corrélé, c'est quoi. la Bref. conséquence. Et du coup, ouais, il y a certains mecs que tu peux pas regarder en x2, mais il y en a d'autres, vraiment, si je les regarde en x1, j'ai l'impression qu'ils parlent au ralenti et ça fait peur, quoi. Non, je vois. Et du coup, bah, moi, tu sais, j'ai une émission le dimanche où je fais des réactions et tout, je regarde des émissions soit à la con. Ouais, ça, je sais. La dernière fois, le truc des répressions des prods, on a regardé, j'ai regardé ça en React et il y avait quand même 3000 mecs qui étaient en mode, oh, putain, il avait demandé une pizza 4 fromages, il n'en a eu que 3, qu'est-ce qui va se passer et tout. C'était vraiment ça, le truc. Et j'avoue que quand je regarde, du coup, je suis en mode, putain, il est lent, je mets en 1.20, en 1.30. Parce qu'en gros, j'ai une extension qui me permet de mettre à la vitesse que je veux à 0,5 près, quoi. 0,05 près. Et je mets genre 1.30 et il y a des mecs dans le chat qui sont putain, c'est trop rapide, on comprend rien, tu vois. Je suis en mode waouh. Il doit y avoir peut-être un phénomène qui explique comme ça que ton cerveau, Non, mais il y a beaucoup de gens, en vrai, enfin, je comprends que des gens qui soient pas habitués, ce soit dur, mais une fois que t'es habitué, alors moi je dis que ça change la vie parce que c'est vraiment trop bien de pouvoir gagner du temps, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'une fois que t'es habitué, tu te dis, mais c'est bien de regarder, enfin, c'est faisable de regarder en 1.5, en 1.30, tu vois, mais je comprends qu'il y a des gens qui sont en mode, bah, si
t'as jamais vécu ça, ou si t'as jamais travaillé, hein, parce que ça se travaille un peu aussi. La première fois que j'ai mis en x2, j'étais pas en mode, bah, c'est tranquille et tout. Et c'est vrai que ça se travaille. Donc, plus tu as l'habitude de le faire, plus tu peux aller vite, entre guillemets. Et pareil, maintenant, les vidéos en anglais, je peux les mettre aussi en accéléré, alors que. T'es un fou. Voilà. Mais T'es un fou. il y a aussi des trucs où tu dois vraiment être concentré. Donc, du coup, des fois, je regarde des vidéos de Le Monde ou autre qui expliquent des trucs. Je mets en x2, mais. Très bonne chaîne YouTube, voilà, je suis focus, quoi. Alors qu'il y a des trucs que je mets en x2, j'en ai rien à foutre d'être focus. Si je regarde, je sais pas moi, j'en sais rien, mais un best-of de X. Je mets en x2, je fais autre chose à côté, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, la chaîne YouTube Le Monde, là, que t'as dit, elle est très bonne. Il y a des vidéos en format 8-10 minutes qui sont... c'est ça, c'est parfait, tu vois. Qui sont très, très intéressantes. Genre de truc, tu mets aux toilettes, hop, en x2, et en 5 minutes, ton affaire est faite. Je comprends. Revenons-en à Eclipsia, parce qu'on a un peu divagué, mais tranquille, il n'y a pas de souci. Donc du coup, en arrivant là-bas, en t'étant installé en premier à 3, etc., déjà, comment s'était faite la vie à 3 à la base? Tu parles de quoi? De Eclipsia en Angleterre, du coup? Quand vous étiez arrivé en Angleterre, comment est-ce que tu as annoncé à tes parents que tu y allais? Comment est-ce qu'ils l'ont pris? Et ensuite, comment est-ce que vous avez réceptionné les premiers streamers, entre guillemets? Alors au tout début, moi, mes parents, ils s'en fichaient dans le sens où c'était un stage, quoi, de base. Donc c'était parfait, tu vois, j'avais pas à chercher de stage. J'avais un petit peu galéré à chercher mon tout premier stage en IUT. Okay. Donc ça c'était avant Eclipsia, donc c'était en 2011 je suppose, où j'avais finalement fait un stage à Dijon, à Congrès Expo, c'est le palais des congrès, quoi, de Dijon. Mais j'avais un peu galéré, tu vois, j'avais demandé, en gros c'était un ami de mon père qui avait fait un peu jouer ses réseaux. Ouais, je t'ai fait piston. Voilà, c'est un piston, mais gentillet, quoi. Genre ils avaient besoin de moi, mais c'est pas qu'ils avaient besoin de moi, c'est que je leur étais utile, mais ils n'avaient pas spécialement besoin. Mais bon, après, c'est un stage, tu t'en fous, tu vois. C'est pas trop grave, j'ai pas non plus fait les cafés. Mais après, c'était parfait. Donc, c'était un stage dans ma formation. En plus, même si officieusement, je faisais pas que le site et tout, j'ai quand même fait une version 4 du site que j'ai déjà montré 2 ou 3 fois en live, mais qui n'est jamais sorti, mais qui était quand même plutôt stylé et tout. En gros, c'est Max qui faisait le. En fait, il faisait le site sur Photoshop. D'accord. Dans les grandes lignes, dont il avait les approbations de Rurk, etc. Et moi, en gros, je devais faire en sorte que la page Photoshop se transforme en page internet, quoi. Donc, en gros, je faisais du front-end pur et dur. Donc, je regardais, il y a 10 pixels entre ça et ça. Moi, je dois faire en sorte que quand on lance la page, ce soit responsive. Que ce que Max a montré corresponde à ce que toi, tu fais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment un travail de... l'architecte a dessiné, mais moi, je dois construire, quoi. En gros, c'est un peu ça. Moi, je trouvais ça marrant, je trouvais ça assez fun. C'est pas du tout du dev, donc c'est vraiment en plus de... C'est parce que je fais pas de l'algorithmique, je fais rien, c'est genre vraiment je fais un copier, mais c'est intéressant d'essayer d'optimiser ça au maximum. Après, tu rajoutes des petits effets en JavaScript, en CSS et tout, donc c'était marrant. Mais voilà, donc ça, c'était dans mon truc. Et donc, de base, nous, on était un peu en cobaye, c'est-à-dire, si on avait dit, je pense, à cette époque, c'est horrible, genre c'est vraiment horrible, ne venez pas, on aurait peut-être fait autre chose. Bon, je pense pas que ça voilà, non mais pas nous, mais genre ils auraient peut-être, enfin c'était vraiment, ils nous avaient envoyé là du genre si ça passe pour vous, c'est bon, on peut ramener tout le monde. Et donc Jiraya, je crois, était venu en plus une semaine en vacances entre guillemets, un peu vers chez nous et tout. Et puis bon, ça se passait, on était dans une maison assez grande, donc ça allait, quoi. Et puis après en octobre, avant, je crois en septembre. Fin août, début septembre, il y a les premiers streamers qui sont arrivés. On a commencé à chercher des maisons, etc., enfin des logements, etc. Mais ça s'est fait d'un coup, quoi. Vraiment, en 2-3 semaines, tout le monde est arrivé. Et paf, il fallait commencer à bosser, quoi. Les studios qui se montaient et tout. Et parce qu'on pouvait pas arrêter non plus la TV trop longtemps. Il a fallu tout installer? En fait, nous, on avait pendant les vacances, ils avaient commencé à préinstaller. Il y avait des gens qui étaient venus, mais pas les mecs qui étaient devant la caméra, les gens qui étaient plutôt derrière et tout, les associés de Rurk, etc., qui avaient commencé à bien bosser. Et quand on arrivait, il restait plus grand chose à faire. En fait, nous, on est arrivé quand même pour dire, nous, on préférait faire ça et ça et ça. On avait des box, on avait déjà à peu près tout ce qu'il fallait, quoi. Donc c'était plutôt bien foutu. Et puis après, on a tous signé là-bas un CDI anglais, quoi. En vrai, l'Angleterre, c'était assez carré, assez propre, quoi. C'était une des meilleures périodes? Ça dépend de quel point de vue, quoi. Au niveau, nous, on aime bien se rappeler cette époque, surtout en 2014, quand vraiment il y avait tout le monde. On était un peu le Splendide, quoi. C'est genre la troupe au grand complet. Il n'y avait pas grand monde d'influents dans le stream game qui n'était pas chez nous, quoi. C'est vrai. Il y avait Millennium
avec Dwagby, l'irréductible, mais bon, c'était vraiment des tout petits chiffres par rapport à nous. Vous les écrasiez, on peut le dire à l'époque. On écrasait tout le monde, hein. C'était vraiment, il y avait Eclipsia et c'est tout, quoi. Il y avait pas d'autres médias et on avait tout le monde. Il y avait tous les mecs de LoL, il y avait du Domingo, il y avait du Sky, il y avait Twixledge, voilà, qui étaient sur LoL, qui étaient les plus gros. Il y avait Zerator, enfin vraiment, il y avait Jiraya, enfin on avait tout le monde. Mais le problème, c'est que bon, c'est difficile de garder entre guillemets enchaîné aussi grosse tête. des mecs qui sont énormes et surtout que à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à comprendre qu'en partant seul, ils pouvaient faire beaucoup plus de thunes, quoi. Et aussi être plus libre parce que le problème, c'est quand on est beaucoup aussi, on peut faire des gros trucs, des gros projets, et ça c'est intéressant. Les arènes, les arènes, les enquêtes tardes et tout, ça a toujours été les trucs que les gens avaient envie de faire, mais des fois aussi, tu as envie de faire un truc et tu peux pas parce que il y a que 24 heures dans une journée et voilà, la prod est pas infinie. Il y a des horaires pour tout le monde. Et puis tu as des guerres d'ego qui étaient des fois malsaines et qui étaient des fois aussi instigées en interne, quoi, genre ah non mais je t'assure, hein, Sky, là, il a dit qu'il allait faire ça et tout, PA, attention. Alors qu'en fait, il allait pas le faire, c'est juste pour que les deux. En gros, la stratégie de Julien, c'était un peu de monter les uns contre les autres pour qu'ils se donnent encore plus. Sauf que le problème, c'est qu'il n'avait pas trop vu le côté un peu malsain. C'était pas de la concurrence saine, c'était de la concurrence intra-entreprise où tu avais PA qui mettait Skyhard dans ses tags de YouTube et puis Skyhard qui voulait rien faire avec Domingo parce que, tu sais, c'était un peu pesant comme ambiance des fois aussi. Et puis Twitch à l'époque n'existait pas aussi, enfin en France. C'était Daily. Donc nous on était sur Dailymotion, etc. Et Zerator, lui, quand il est parti de Twitch, parti pour Twitch, c'était le premier FR à faire ça, quoi. Et c'était encore plus un pari parce que si Twitch marchait pas, il était un peu plus dans la merde. Après lui il était énorme déjà. Il faisait des 10K viewers avec la Zerator télé avant d'arriver à Eclipsia. Enfin quand il était affilié à Eclipsia mais pas chez Eclipsia. Il avait du monde déjà. Ouais. Mais c'est vrai que la période du Splendide, c'était Ranked Team Tard à 20K viewers, ce qui est à l'époque énorme. Hein, on est sur Dailymotion et tout, 20 000 viewers. C'était on dit gobelet en top tendance Twitter. On est en top tendance France Twitter en 2 minutes. Aussi parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur Twitter que maintenant. Mais c'est vrai qu'on avait une énorme influence sur le game à cette époque-là. Mais c'était obligatoire que ça pète, quoi, parce que les gens, c'est comme dans un très grand groupe de chanteurs ou d'idoles, il y en a au bout d'un moment qui veulent faire leur carrière solo. Le mec qui chante devant tout le monde, au bout d'un moment il se dit c'est moi le boss, je peux comprendre, tu vois, il fait d'autres trucs. Et puis tu te dis aussi tu vas pas rester entre guillemets enchaîné à Eclipsia, sachant que on était payé tous les mois, ça on n'a jamais eu de souci avec ce genre de truc, mais tu sentais quand même que YouTube commençait à prendre beaucoup de thunes dans des OP, dans des trucs comme ça, et même des streamers, tu disais, ah oui, entre gagner à 1000, on gagnait quoi, 1500 € à peu près à l'époque, hein, peut-être un peu plus parce que c'était en livre. Mais voilà, t'as des mecs qui faisaient peut-être du 5000 € à l'époque et c'était insane. Bon, moi, je gagnais moins, par exemple, qu'un Jiraya qui était. Je vais pas dire le chiffre parce que je sais pas si. Non, il en avait parlé ici, je crois. Je crois qu'il était à 3K. Ouais, ça, il gagnait 3000 par mois, je gagnais à peu près moitié moins, mais c'est normal, tu vois, moi, j'étais pas aussi big que lui. Et voilà, mais il y en a qui se sont dit, si je monte ma boîte, je pourrais avoir de l'argent, faire mes projets aussi de mon côté. Et travailler pour soi, c'est toujours mieux. C'est plus gratifiant. C'est pour ça aussi que genre des projets comme Solari, ça marche bien parce que les mecs sont à 100% pour leur boîte parce qu'ils travaillent pour eux et ils savent que si ils revendent dans 10 ans, ils vont s'en mettre plein les poches. Mais c'est surtout que la boîte monte, c'est gratifiant en soi, c'est pas que pour l'argent. C'est-à-dire que travailler pour. Enfin, c'est comme quand toi tu travailles pour ta chaîne perso. Tu te dis putain, là j'ai X vues, X viewers, X. Mais surtout là, Solari, ils peuvent appliquer leurs propres idées dans leur propre boîte et c'est pas comme avant pour des investisseurs. Oui, ça va. Mais ça le stream, tu vois, ça va parce qu'en vrai, on fait un peu ce qu'on veut. C'est juste que c'est pas notre boîte. Ouais. Mais on peut, si je dis j'ai envie de faire, je sais pas, une émission où on répare des canapés, et on va me laisser la faire. Bon, si ça bide, on va arrêter, mais on va me laisser la faire. Il y a pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis. Une émission, elle a 100 000 viewers, c'est bien pour le stream, mais des fois, tu te dirais, putain, si c'était le stream, c'était ma boîte, putain, je serais encore plus fier, encore plus content parce que c'est directement des retours directs. Mais c'est normal, c'est normal. C'est l'implication, je vois ce que mais là, au niveau de le stream, on est tranquille quand même, dans le sens où on peut vraiment faire ce qu'on veut, et que au début, c'était peut-être pas trop le cas, mais maintenant, les gens qui nous dirigent, entre guillemets, ils ont compris que c'était notre domaine d'expertise, quoi. On fait ça depuis
pas tout le monde, mais moi je fais ça depuis 2012. Voilà, au bout d'un moment, on comprend un peu le game, quoi. On sait ce qui va peut-être marcher, ce qui va pas marcher. On sait ce qu'on n'a pas envie de faire aussi. Et des fois, voilà, on peut refuser des trucs ou on peut proposer des trucs. 7 ans, effectivement, t'en auras fait quand même du chemin. À l'époque, c'était la mode de lancer des chaînes à deux entre vous avec Lifia. D'ailleurs, c'était Rur qui était. Il était en mode. La plus grosse chaîne, c'était Ponfétude. Donc du coup, Rur qui s'est dit, Ponfétude, ça marche. Du coup, on va faire machin et machin, truc et bidule. LRB Sarens, Jiraya Exari, Skyart et Jiraya. Ouais, d'ailleurs, j'avais pas compris parce que Jiraya Exari et Skyart et Jiraya, le mec était sur 2 chaînes différentes. En gros, Jiraya et Skyart, c'était LOL. Et nous deux, ça devait être autre chose, quoi. C'était pas que LOL. On faisait des trucs LOL fun, du genre les botlane impossibles, des trucs comme ça. Les randomides, des conneries. Mais on faisait. Les randomides, lui, il faisait ça sur Jiraya et Skyart. Mais en gros, on pouvait faire du Mario Kart, on pouvait faire du GTA, des trucs comme ça. Tu vois, vous avez même fait du Pokémon Stadium. Ouais, on faisait des trucs vraiment qui étaient. Déjà à l'époque, sur YouTube, quand t'es abonné à une chaîne LOL, t'as pas envie de voir le mec jouer à autre chose que LOL. Enfin, je prends un mec au hasard qui fait du Fortnite là, en perma, il fait un autre jeu parce qu'il a envie de faire autre chose ou parce que c'est une OP ou autre, il fera beaucoup moins de vues, tu vois. Et c'est le problème de ce genre de chaîne. Maintenant, si là, c'est aussi le problème que moi j'ai, par exemple, là je fais un peu de gaming et tout, je fais un peu tout, mais si à un moment je veux faire des let's play, je suis obligé de faire une chaîne de replay parce que si je mets 2 let's play ou 3 let's play sur YouTube, ils vont faire 7000 vues, puis YouTube il va dire c'est quoi cette chaîne, elle fait plus de vues, et du coup mon prochain best-of il fera 50 000 vues de moins. Enfin, c'est vraiment bâtard, mais du coup voilà, si je veux faire une chaîne où je parle de Marvel, faut presque que je fasse une autre chaîne, tu vois. C'est ça qui est terrible. Nous on a sorti une chaîne là, il y a pas longtemps avec Hugo, une chaîne un peu troll, les rois du paf, tu vois, où on voulait faire des trucs débiles. Au tout début je me suis dit je vais faire une vidéo sur ma chaîne en mode 1er avril où on va faire un truc débile, et je me suis dit autant faire une chaîne à part, comme ça, tous les trucs débiles que je veux faire, je peux le faire dessus, les gens savent que c'est débile. Les rois du paf. Et ça nique pas mon autre chaîne, tu vois. C'est vrai, parce qu'en plus, si vous savez pas, et ce que tu as soulevé, c'est très très vrai, et ça l'était moins avant. Mais maintenant, l'algorithme de YouTube, effectivement, prend en compte le nombre de vues de certaines vidéos. Le watch time et tout. Ouais, c'est ça. Et ça répertorie, enfin, ça influence du coup le reach que va faire ta prochaine. Donc en gros, si t'as une vidéo qui a fait, comme t'as dit, 80 000, puis d'un coup tu décides de faire 3 let's play, tes 3 let's play vont faire les deux 7 000 vues chacun. Donc 7 000, avec un watch time dégueulasse en plus, parce qu'il dure 1 heure, quoi. Voilà, imaginons avec un watch time dégueulasse. Dès que tu vas vouloir reprendre une vidéo qui est censée faire plus de vues, elle sera proposée à moins de gens. Ouais. YouTube sait s'il te propose des vidéos ou pas, mais de manière mathématique, tu vois. C'est vraiment un petit peu dommage parce que ça coupe en fait des initiatives de certaines personnes qui, auparavant, même si ça aurait fait moins de vues, l'auraient quand même tenté, dans le sens où ça n'aurait pas heurté leur vidéo phare. Ouais, mais c'est un vrai business, et le problème c'est que des fois ça bloque les gens, parce qu'il y a des gens qui disent je vais pas sortir ça parce que ça va, tu sais, ils ont aussi la pression des chiffres, quoi. Ça va faire moins de vues, et si ça bide, c'est chiant. Enfin, les gens se rendent pas compte, ceux qui font pas le travail, soit youtubeur ou streamer aussi, ça marche, mais il y a beaucoup la pression du chiffre, tu vois. Genre, là, par exemple, tu vois, à l'instant T, je dis n'importe quoi, t'as 500 subs sur Twitch, tu streames pas pendant une semaine, tu perds 60 parce que, en fait, c'est pas que t'en perds, c'est que, si, c'est que t'en perds, mais il y a des gens qui s'abonnent pour un mois, donc ils s'abonnent le 1er mars, et puis le 1er avril, du coup, leur abonnement se finit. Donc quand tu regardes le 31 mars, t'as 500 subs, puis le 1er avril, tu passes à 499 parce que le mec s'est pas réabonné, ou il s'est abonné à quelqu'un d'autre. Et donc en gros, tu dois live, entre guillemets, pour récupérer, pour faire des abonnements, entre guillemets, enfin c'est pas combler la perte. C'est pas ton principal intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que si, imagine, tu as un objectif de 500, n'importe quoi, pour vivre, 500, voilà, ça te permet de payer ton loyer et autres, tu vis tout le temps sous la pression de ce chiffre, et c'est assez terrible. C'est-à-dire que quand tu lances ton tableau de bord et que tu vois que tu as perdu 60 abonnés, tu te dis putain, mais il faut que je live parce qu'en fait je perds des abos. Et c'est une pression. Les gens ils sont en mode c'est un problème de riche, tu vois. Enfin, genre oh là là, t'as que 600 abos alors que tout à l'heure t'en avais 650. Mais c'est une pression au quotidien parce que tu te dis putain, je pars 2 semaines en vacances, j'ai mes chiffres ils dégringolent, il y a 200 mecs qui sont partis, du coup tu perds techniquement aussi de l'argent. Donc moi heureusement j'ai pas que ma chaîne perso, etc. Mais ceux qui vivent de leur chaîne perso, voilà, je peux comprendre aussi. Et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Gibbs était en semi-burnout la dernière fois, parce qu'il a aussi la pression des chiffres. Genre, Fortnite le saoule, il veut switcher sur Apex, il fait genre 3-4 fois moins de vues. Ça met un coup au moral. En fait, le problème, c'est pas le nombre de vues que tu fais, c'est la progression. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont dire putain, mais Gibbs, je prends l'exemple de Gibbs parce que voilà, je le connais assez bien. Non, en plus, c'est un bon exemple. Et puis, ça s'est vraiment passé.
Oh Gibbs, tu gueules parce que t'as fait que 30 000 vues sur ta vidéo Apex, mais gros, 30 000 vues. Moi, je connais l'oncle de mon daron, il fait des vidéos de chat, il fait que 200 vues, tu vois. Et en fait, le problème, c'est pas de faire 30 000 vues, c'est de faire 30 000 vues après en avoir fait 150 000 par vidéo pendant 6 mois, tu vois. Le problème, c'est la progression. Je préfère faire 20 000 vues, puis après 22 000, puis après 25 000, puis après 80 000, puis après 100 000. Et puis après 110 000, et puis après 100 000, plutôt que de faire 1 million de vues, et puis après, sur un concept soit putaclic, soit qui marche, et puis après, si je refais un truc qui me correspond moi, mais qui n'est pas forcément, voilà, pour l'exemple de Gibbs du Fortnite ou autre, qui fait moins de vues, ça met quand même un coup au moral, parce que tu te dis, ça tient à rien, tu vois. Donc, je m'inquiète pas pour Gibbs, parce que Gibbs, lui, il a bien fait son truc. Il a mis de l'argent de côté, la daronne est à l'abri, comme il dit, mais Fortnite, il y a des gens qui sont à une plus petite échelle. Gibbs, ça se voit parce que lui, c'est un gros dans le milieu, mais à la plus petite échelle, il y a plein de gens qui vivent avec cette pression-là. Et même quand t'es gros, t'as la pression, et c'est une pression de merde. C'est une pression. Il y en a qui disent, ouais, mais tu vas peut-être gagner 500, 1000 balles de moins pas ce mois-ci, mais c'est pas la question de l'argent. La question, c'est que si tout s'arrête, en fait, quand tu vois les prémices de ce que peut être la fin, tu te dis, bah merde, parce que bon, je vais peut-être aller faire du dev, mais il va falloir que je me remette à jour, quoi. Et encore, moi, j'ai un diplôme, mais il y a des gens, bon, après, on se connaît, donc on a quand même des pistons pour trouver des trucs, mais ça fait quand même peur de te dire, putain merde, si ça, c'est le début de la fin, et que ça se trouve, la fin, c'est dans 6 mois, tu sais, ça fait toujours peur, c'est ce genre de truc que les gens, si t'es pas à notre place, tu peux pas savoir, et c'est difficile à expliquer, parce que les gens, ils se disent, mais gros, tu fais un métier de rêve. T'as sorti le bon mot, problème de riche. Les gens, effectivement. Les gens comprennent ça. Il y a une youtubeuse américaine qui a buzzé sur YouTube, qui son rêve, c'était de devenir youtubeuse. Elle a 19 ans, elle a je sais pas, 1-2 millions d'abonnés. Elle a fait un burn-out et elle a fait une vidéo. Genre, je sais que vous comprendrez pas, mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, je suis en burn-out. Pourtant, je fais une vie de rêve. Genre, je fais des vidéos, je rigole avec les gens, je gagne très bien ma vie pour ce que je fais. Et pourtant, j'ai un mal-être parce que j'ai l'impression que ma commu veut absolument que je fasse ça. Et pourquoi What the Cut, ça s'est arrêté, c'est le même problème. Ouais, j'évoquais ça hier en live, ouais. Je pense c'est la même chose, tu vois. C'est What the Cut, ça marche. Mais le problème, c'est qu'il est bloqué là-dedans parce qu'il se dit, si je fais autre chose, les gens vont pas être contents, mais j'ai pas envie de faire ça parce que ça m'énerve. Et c'est comme, nous, on a les mêmes problèmes avec, par exemple, Radio Sex, avec moi, le React, etc. C'est des trucs qui marchent très très bien. Mais j'ai pas envie d'être assimilé à ça. C'est-à-dire que Kamel, lui, ça va, moi aussi, ça va, parce que moi, j'ai dit, c'est 1 fois par semaine et c'est tout. Ou alors, vraiment, rarement, des fois, il est 2h du mat, je vais avoir envie de me mater un truc. Allez, j'en peux. Mais moi, il n'y a rien de plus. Tu sais, c'est pas gratifiant d'avoir un mec sur le live, tu es en train de jouer à. Pas GTA, un autre jeu. Et il va dire va sur. Et il y a un mec qui dit non, c'est quand que tu regardes une émission. Je suis en mode ouais, mais non, je fais pas que ça, tu vois. Et pareil pour Radio Sex, heureusement que vous avez mis c'est 1 fois par semaine et tout, parce que au début c'était en mode Radio Sex ce soir. Enfin non, c'est pas Radio Sex tous les soirs, c'est pas Xarirak tous les soirs. C'est 1 fois par semaine. C'est pas le truc qui buzz tous les soirs, parce que sinon les mecs viennent que pour ça. Et puis en plus, t'as pas envie de faire que ça s'essouffle. Et aussi bon que soit le moment quand tu le fais, même si des fois le problème aussi des trucs rêvés, c'est que des fois tu t'obliges à le faire, c'est-à-dire moi il est 20h, je suis en mode j'ai pas envie de forcément de live. Après que je commence et ça part, tu vois. Mais des fois voilà, t'as aussi des baisses de morale et autres, et le fait de mettre des règles comme ça permet aussi de pas faire qu'un truc et d'être reconnu pour un truc, surtout que moi l'Xarireact, c'est pas, je vais pas m'en cacher, hein, c'est pas du tout mon programme le plus qualitatif, hein. En vrai, je comprends même pas vraiment pourquoi ça marche. Je regarde des trucs, je me moque un peu des gens en essayant d'être gentil au minimum, en essayant pas de trop méchant, mais voilà, il faut faire rire les gens. Mais bon, c'est comme si j'étais avec vous sur votre canapé, mais c'est pas non plus un concept insane. Je peux comprendre que des gens comme Zerator sont en mode. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai mis ça dans. C'est à chier, etc. Ce que tu fais, machin, je peux comprendre. Après, je le prends pas trop personnellement parce que je ne fais pas que ça. Enfin, genre, c'est moi qui fais le plus d'heures sur le stream, je fais plein d'émissions. En live perso, je fais aussi du poker, là j'ai refait GTA, enfin tu vois, je joue aussi beaucoup. Tu avais fait un petit jeu de mort, Yu-Gi-Oh, un truc comme ça, non? Ouais, je joue à Yu-Gi-Oh, je fais plein d'autres trucs. Donc je me dis, bon, je sais en plus, Zerator on se connaît, donc il me juge pas, moi, personnellement, sur ce genre de truc. Il a peur que ça devienne une mode et que tout le monde fasse ça, tu vois. Je peux comprendre parce que c'est pas non plus de la qualité. Mais après, moi, c'est 3 à 4 heures dans ma semaine, donc c'est pas non plus représentatif. C'est ce que j'allais dire, ouais, tu penses quoi des gens qui, au final, critiquent je peux comprendre, le principe de réaction, parce qu'au final, c'est vrai que tu crées pas vraiment un contenu, donc comme tu as dit, c'est pas le plus qualitatif, mais après, effectivement, si côté, ça reste qu'une infime partie de ce que tu fais. Je peux comprendre, c'est clairement pas qualitatif, mais après, quand tu joues un jeu, au final, bon, ok, t'es acteur parce que tu joues, mais
les gens, ils te regardent jouer parce qu'ils veulent voir tes réactions au jeu, ils veulent voir comment tu joues, etc. Bon, là, je me considère non plus pas comme je suis pas un légume devant une émission. C'est pas je mets l'émission et je la regarde et je suis en mode j'essaye d'être un peu, faire un peu l'esprit critique parce que c'est pas le genre de truc que je vais regarder moi à la télé. Je regarde pas du tout la télé. Donc ça me permet de dire, oh putain, là, lol, c'est marrant parce que. C'est ça qu'il a trouvé toi-même, le truc des gazons, là? Le truc du gazon? Non, c'est épouse un soir, du coup, de Xarirek, des fois il passe. Il fait, tu devrais regarder ça. Et en effet, c'est hilarant. En plus, c'est une émission belge, donc c'est parfait. C'est-à-dire que les Français, il y a beaucoup de Français évidemment qui regardent, ne connaissent pas cette émission. C'est vrai. Et ça a quand même pas mal buzzé parce que j'ai reçu quelques messages. J'ai reçu notamment un message d'un des mecs qui était dans les héros du gazon, qui m'a dit bon, tout le monde n'a pas trop aimé tes réactions et tout, mais moi j'ai trouvé ça marrant et tout. Il a regardé, quoi. Il est tombé dessus. Il y a aussi la fille d'un des joueurs dans la saison 2 qui est venue m'envoyer un message sur Facebook en disant au début c'était dur parce que tu te foutais pas mal de la gueule de mon daron, mais au final c'est drôle et tout. Donc ça va, j'ai pas eu des mecs en mode c'est une honte et tout. Après, le truc c'est que l'émission de base, c'est ce genre d'émission, se moque aussi gentiment. C'est le but de l'émission, de se moquer gentiment des mecs qui la font. Donc s'ils n'ont pas un minimum d'autodérision, ils auraient même pas accepté de signer. De base, ouais. Donc voilà, et puis je me moque pas non plus. Je me moque gentiment, mais c'est ce que tout le monde pense au fond. Enfin, quand t'as un mec qui joue au foot depuis 20 ans, il n'arrive pas à cadrer une balle quand il n'y a pas de gardien, t'es obligé de dire gros, même si moi je suis aussi une merde, tu vois, mais je considère qu'il n'y a pas besoin d'être un grand peintre ou un grand critique d'art pour critiquer un truc que tu vois. Les gens ils disent, il y a certains commentaires qui disent ouais, j'aimerais bien te voir sur un terrain. Oui, je suis nul sur un terrain, mais ça veut pas dire moi, parce que je suis nul que les autres sont pas nuls. Moi, aussi, l'exemple que j'ai toujours dit, de cet exemple qui est absolument débile, tu vois, c'est moi, je suis un piètre cuisinier, tu me sers des pâtes à la merde, même si je sais pas faire mieux, je peux te dire que c'est nul, tu vois. Oui, c'est ça. Et effectivement, même moi au foot, j'ai un piètre niveau, une condition physique rarement vue, tu vois. Et pourtant, je sais décrypter, voir, critiquer, tu vois. C'est vrai qu'il faut pas se mettre en mode, faut poser son cerveau et se dire, on s'amuse. Et voilà, les gens qui regardent ce genre d'émission, les gens qui participent à ce genre d'émission, ils savent un peu ce qu'il en est. Quand je me fous de la gueule des mecs qui font les anges ou autres, quand on regarde les tendances et qu'on tombe sur un extrait de les anges où les mecs s'engueulent parce que un tel a pas bouffé la croûte de pizza, enfin, tu vois, c'est des trucs vraiment débiles. Je me fous de leur gueule, mais c'est normal. Enfin, ils sont signés pour ça et c'est ce que les gens qui produisent ces émissions veulent que ça comme réaction. Juste que moi, évidemment, c'est exacerbé parce que j'ai aussi d'autres gens qui regardent avec moi et voilà, on discute tous ensemble, etc. Et ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est pas non plus tout mon contenu. Et c'est juste que moi, des fois, on me pointe du doigt parce que c'est moi qui l'ai fait en premier, en fait. Genre, je l'ai fait, on était encore en Angleterre, c'était sur Hitbox, t'avais fait. Ouais, c'était sur. En fait, on était sur Dailymotion à un moment. Et après, on est passé sur Hitbox. Voilà. Et donc, en gros, sur Hitbox, je faisais ça. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça, mais je regardais vraiment Moundir et les aventuriers, des trucs vraiment. J'ai vu que tu faisais du 3-4 000 vues. Et ça faisait des vues insane à l'époque, parce que moi, à l'époque, je faisais encore moins de persos que maintenant. Quand j'avais 200 viewers, c'était déjà bien, tu vois. Et c'est vrai que ça faisait énormément de vues en plus sur Hitbox. Après, on est parti de Hitbox, et du coup, on n'avait plus de partenariat avec Hitbox. Je l'ai refait une fois sur Hitbox, je me suis fait ban au bout de 2 minutes. Parce qu'on n'était plus partenaire, tu vois. Donc du coup, je le faisais sur Dailymotion. Parce qu'avant Twitch était beaucoup plus c'est que du gaming Twitch. En fait c'est ça, Zerator aussi il est dans la version de Twitch d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que sur Twitch il y a 2 ans tu pouvais pas faire de la cuisine, tu pouvais pas techniquement, même quand on faisait la LPE en Angleterre, les mecs de Twitch étaient en mode il y a pas trop de gaming, on aime pas trop ça, tu vois. Parce que c'était un talk show et vraiment c'était que du gaming, du gaming, du gaming. Là maintenant il y a de l'IRL, il y a des réactions, il y a de la bouffe, il y a tout. Just chatting, poker, voilà. casino, t'as tout. Donc maintenant c'est beaucoup plus souple. Mais lui, Zerator, il aimerait bien rester dans Twitch, c'est un truc de gaming, faisons du gaming, tu vois. Et je peux comprendre. Juste, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui essaient de chercher du drama quand il a tweeté ça en mode oh là là, qu'est-ce que tu penses de Zerator? J'étais en mode il pense ce qu'il veut. Je vais pas arrêter de faire ça parce qu'il l'a dit. Et surtout, même si vous connaissez, vous pouvez avoir 2 avis divergents sur un sujet, vous êtes déjà adultes au bout d'un moment. Je pense aussi qu'il ne me visait pas particulièrement moi. Les gens pensaient à moi parce que, on va dire que je fais ça depuis très longtemps. Kameto aussi a fait ça, lui un petit peu après, mais lui il est beaucoup plus big, donc aussi sa commu, voilà, le Focus M, il y a aussi plein de gens. En fait, le truc dont il a peur, et des fois moi aussi qui m'énerve entre guillemets un peu, c'est de faire le niveau 0 de la réaction, c'est-à-dire le mec qui vraiment lance l'émission et il est comme ça, quoi. Il ne fait rien. C'est pour ça que j'essaye quand même, moi, de commenter. Et des fois, les gens, je regarde un épisode d'un truc, et les mecs se disent « Oh, la suite », et il est 2h30 du mat, et je suis fatigué, tu vois. Et je dis « Bah non, les gars, j'ai pas envie juste de lancer l'émission et de rien dire. Donc juste, je vais arrêter. Et si vous voulez voir l'émission,
allez la voir. Mais moi, je sens que là, j'ai plus le punch parce que c'est quand même un travail, entre guillemets, de voir ce qui va pas, essayer de trouver des trucs drôles, un minimum. Même si des fois, pendant 5 minutes, tu vas juste regarder, tu vois. Et je sais que si je suis fatigué ou que je sens que j'ai plus Tu vas pas être d'énergie, proactif et dans ce cas-là, voilà. tu ramènes pas de valeur ajoutée. c'est ça. Donc au final, ça sert à même rien, si, effectivement. même d'être si c'est juste pas comme un qualitatif zombie. de base, j'essaie d'amener un minimum de valeur ajoutée au fait que ce soit entre guillemets mieux Bien de sûr. regarder avec moi que de regarder juste devant sa télé. Bien Et il y a aussi des gens qui n'assument pas regarder ça solo devant leur télé, mais ils se disent bah là en fait on est dans un grand groupe de potes et on s'amuse de Voilà, ça a l'émission. plusieurs milliers. Mais au final, je suis quand même content que Sabrina elle soit avec machin. Enfin, tu vois, je regarde pas les anges et les trucs comme ça, Ah, mais je vois ce que tu tu veux vois, dire. dans les héros du gazon, ils sont en mode putain, la suite, je veux la suite. Tu vois. Je vois, je vois. Voilà. Petite question, parce qu'au final, c'est vrai que tu as fait quand même pas mal de structures, tu as fait Eclipsia, etc. Tu es revenu ensuite à Paris, et ensuite tu as rejoint le stream. Et j'ai remarqué, comme beaucoup, et j'avais fait la remarque à Zoul aussi, c'est que ces derniers mois, depuis 1 an à peu près, tu as repris en main ta chaîne YouTube, ta chaîne perso, etc. J'avais même te demandé si c'était toi qui faisais toi-même tes best-of. Au final, tu m'as répondu, parce que tu en as sorti quand même pas mal par rapport au premier. Alors, qui date les d'il y a best-of, 1 an. au tout début, c'est moi qui les faisais. Alors, il faut savoir que moi, je déteste monter. Genre, vraiment, il y a des gens qui aiment monter, je déteste monter. Genre, vraiment, je trouve ça chiant, en fait. Et en plus, le problème, c'est monter des trucs de toi. Oh, quel enfer. Devoir se regarder Se soi-même, regarder, effectivement. c'est se regarder. En plus, le problème dans un montage, c'est que tu dois reprendre plusieurs fois les séquences. Genre, moi, les pires trucs à monter, c'est les vlogs. Je prends 1 milliard d'images et j'ai la flemme presque de les dérocher. Je suis en mode, waouh, mais vas-y, je vais devoir regarder 3 heures de moi qui parle. Vas-y, j'en ai marre. Ça me saoule, tu vois. Donc, mais après, le problème aussi, c'est que quand tu montes, tu sais ce que tu veux au final. Donc, c'est dur de trouver un monteur qui pense comme toi parce que des fois, voilà, le monteur fait une vidéo best-of et je suis en mode, ah non, mais là, gros, la blague, c'était pas ça qu'il fallait mettre, c'était ça. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si t'es pas content, il fallait le faire. Et surtout, si ton monteur, t'es pas patient et tu le formes pas, Oui. tu vois, à comprendre comment tu penses. Parce que moi, c'est pareil, moi, au moment où je prenais le monteur, tu vois, c'était, ouais, bah non, c'est peut-être plutôt ça, exactement, la vanne, etc. Mais à force de le former, au bout d'une dizaine de vidéos, le bonhomme, ça y est, il comprend ta façon de penser et il sait le faire. Mais effectivement, il faut cette patience du début. En gros, sur Eclipsia, le truc, c'est que c'était difficile de pousser la chaîne parce que bon, déjà, j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos et tout, puis ça marchait pas très bien. En fait, le problème, c'est que en gros, moi, j'ai lancé ma chaîne actuelle, c'est la chaîne avec Jiraya de base. Je sais. Donc, quand Jiraya est parti, lui, il avait sa chaîne. Donc, du coup, moi, j'ai repris la chaîne comme ça se fait dans ce genre de séparation, sachant que nous, on s'entendait très bien. Hein, c'était pas une histoire de. Mais lui, il voulait une chaîne où il puisse faire ses trucs. Parce qu'en gros, lui, le problème, c'est qu'il avait 2 chaînes, mais en duo. Donc, une avec Sky et une avec moi. C'était pas très pratique. Donc, du coup, il a fait sa chaîne de son côté. Et moi, du coup, je voulais pas refaire une chaîne. Ça servait à rien. Donc, du coup, j'ai gardé cette chaîne. Mais le problème, c'est que sur les 150 000 abonnés que j'avais, eh bien, il y avait, on va dire, bien 2 tiers qui étaient là pour Jiraya, principalement, parce que c'était lui la star. Et aussi, il y en avait aussi beaucoup qui étaient là pour LoL. Parce qu'à l'époque, c'était une chaîne de LoL quand même. Hein. Il y avait beaucoup de League of Legends. Et donc, quand Jiraya est parti et tout, non, moi, j'avais pas spécialement la motive de faire des vidéos solo. Et c'est vrai que ça a stagné pendant jusqu'à le stream. J'ai dû gagner 10 000 abonnés en 3 ans, quoi. C'était vraiment ridicule. Parce que j'en perdais aussi beaucoup. Et puis, je faisais des trucs qui faisaient pas de vues spécialement non plus. J'étais pas un gros youtubeur. Lui, t'as fait un peu de Hearthstone, t'as fait un peu de. Ouais, je faisais des trucs qui me faisaient kiffer, mais c'était pas une fin en soi, quoi. Et à Eclipsia, en plus, c'était tout pour la chaîne, quoi. Tout pour Eclipsia Family, tout pour la TV, etc. Et le problème, c'est que là, en arrivant à le stream, du coup, bah, moi, j'avais recommencé un peu les best-of et tout. Chez le stream, pardon, pas le stream. Oui, aïe, aïe. Ma mère regardera ça, donc elle va me tac. Et en gros, ouais, donc j'ai essayé de reprendre un peu ma chaîne, même si j'ai du mal encore parce que des fois, je me dis, bon, là, j'ai un planning, il faut que ça, je sorte ça mardi, ensuite ça jeudi, et ça samedi. Au final, il n'y a qu'une vidéo sur les 3 qui sort, quoi. Donc, mais les best-of, j'essaye de faire un truc un peu. T'as été quand même assez régulier, il y en a beaucoup sur ta chaîne. Hein, normalement, c'est une fois toutes les semaines. Là, mon monteur, mon premier monteur, en fait, j'ai eu un tout début un monteur qui m'aidait. Il me dit, oh, moi, je veux bien monter. C'était un monteur gratuit et tout. Il était en mode, non, c'est juste pour me faire l'XP. J'étais en mode, bah. Ça me gêne, mais vas-y, fais-le, ok. Donc ça s'est un peu passé avec lui. Ensuite, j'ai eu un autre monteur qui est venu, que lui, je payais pour chaque vidéo, mais qui a repris les cours il y a, on va dire, 1 mois et demi. Et là, je travaille avec Coca Media en ce moment, qui travaille avec d'autres streamers et tout, avec toi et tout, qui sont eux qui connaissent le game. Donc ça va, c'est assez facile. Le seul problème, c'est qu'ils sont trop sérieux pour moi, dans le sens où
Moi, des fois, je suis en mode putain, il faut absolument que je. Parce qu'en fait, moi, pour mes best-of, c'est même si c'est un monteur qui monte, en gros, c'est moi qui choisis tous les moments. C'est-à-dire, je ne demande pas au monteur de dérocher parce que déjà, j'arrive pas à me faire rire souvent, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression. En gros, j'ai des clippers qui clippent les trucs, donc moi, je ne clippe pas, je ne déroche pas non plus. Il y a beaucoup de clippers qui mettent des clips, mais on va dire sur 10 clips, j'en prends 3, quoi. Parce qu'il y a les 7 autres, je vais les trouver trop nuls à mon goût. C'est-à-dire que ça les a peut-être fait rire, eux, ou ils ont peut-être trouvé que c'était un bon moment, mais pour moi, je trouve que c'est pas assez bien pour être dans le best-of. Mais surtout, au final, ouais, comme j'allais te dire, c'est sur ta chaîne, c'est ton best-of. Voilà, non, mais il y en a qui disent, vas-y, le monteur fait tout, il dérush, il fait tout, mais moi, le best-of, c'est quand même moi qui choisis les clips qu'il va y avoir dedans. Et je veux vraiment que le best-of, tu t'ennuies pas trop, quoi, parce que le best-of doit durer, non, mais il dure 10 minutes pour que ce soit un minimum rentable, parce que le best-of me coûte un certain nombre de thunes. Si je fais un best-of qui dure moins de 10 minutes, en fait, je perds de l'argent à le faire. Donc, le but, c'est pas non plus que ce soit un gouffre à pognon, donc pourquoi il dure plus de 10 minutes, hein, c'est juste pour mettre 2 ou 3 pubs, enfin 2 pubs au milieu, quoi, pour pouvoir payer le best-of, en fait. Hein. Je gagne pas, je dois gagner, je sais pas, le best-of doit me coûter 40 balles et je dois gagner 60, quoi. C'est pareil avec les best-of 60 $, quoi, 70 $, donc je me fais pas des couilles en or, mais le but, c'est pas que je me ruine à faire des best-of, tu vois, entre guillemets. Mais au moins que la chaîne soit active, quoi. Voilà, mais du coup, un best-of de 10 minutes, c'est quand même long. Et j'ai pas envie que le mec se dise ouais, il y avait un moment marrant au début, un petit moment marrant au milieu, un moment marrant à la fin, mais bon, c'était long, 10 minutes, quoi. Je me suis un peu fait chier. Donc j'essaye vraiment de faire ça. Et c'est vrai qu'Okamedia, eux, ils sont en mode un best-of semaine, on a planché sur ça. Et des fois, je me dis putain, mais là, cette semaine, je dois dérusher, moi, les clips. Du coup, tu vas dérusher toutes les émissions que tu as fait dans la semaine et tout. En gros, j'ai un doc avec genre 300 clips. Mais tous les regarder et tout, c'est quand même un boulot et c'est pas le truc qui m'enjaille le plus de me regarder moi. Donc, ce que tu donc disais, des fois, voilà, je suis en retard et je suis en mode ah non, zut. Et c'est vrai que c'est. Mais ça me permet d'avoir une régularité, d'avoir une vidéo. Et après, je fais d'autres vidéos. Par exemple, là, j'ai sorti un replay de moi contre Moody au poker. Je fais des trucs de Yu-Gi-Oh! Il y a des trucs qui marchent bien, des trucs qui marchent moins bien. J'ai fait mis aussi les replays des Héros du Gazon parce que c'était une saga et que les gens ont kiffé. Il marche de fou d'ailleurs. Mais ça, c'est des vidéos, par exemple, où je ne gagne évidemment pas d'argent. C'est pas mon contenu. Donc, je peux pas mettre de pub sur ce genre de contenu. Ouais, c'est pas monétisé ça me paraît logique. Et là, je vais pas crier au drame. Non, c'est une question que je te pose. Quand tu la poses sur YouTube, ça part automatiquement. Ouais, c'est pas monétisé. Il y a même des réacts que j'avais mis qui sont bloqués dans le monde entier. J'avais fait un réact sur Le jour où tout a basculé, une émission sur France 2 un peu débile avec des acteurs qui jouent des vraies situations et tout. Et elle a tenu un jour, elle a fait genre 40 000 vues, et puis après elle a été bloquée manuellement par France 2 dans le monde entier. Donc ça c'est normal. Après je peux pas gueuler sur ça, en effet c'est une réact, c'est pas mon contenu. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'on essaye de faire aussi le YouTube. Et puis depuis on va dire un an, 6 mois, j'essaye aussi de refaire un peu des lives perso, parce que c'est vrai que là sur le stream, il n'y a plus de créneaux perso, c'est-à-dire que moi je fais beaucoup d'émissions quand même. Mais c'est tout en groupe. Le team play, les recaps, les zinzins, les trucs comme ça, la team machin, mais c'est que du groupe. Et c'est vrai que des fois, même si je suis pas trop un streamer solo, tu vois, et je suis pas non plus big sur la scène FR, c'est cool de pouvoir faire du live perso et tout. Tu fais partie des meubles. Moi, je vais te dire un truc, je suis ta chaîne. Oui, voilà, des meubles, ouais. Je suis ta chaîne Twitch perso. Et t'es un des rares avec Solari, je crois, où je reçois la notif à chaque fois que tu live. Et donc, du coup, j'ai vu, je me suis dit, putain, mais depuis quelques temps, quand même, le Xari, en fait, le week-end, souvent, je live parce que le week-end, c'est off total de le stream. Ils le savent, hein. Sauf s'il y a vraiment un truc important de ouf à remplacer. Souvent, même quand il y a des remplacements à faire, pour moi, je suis en off, tu vois, parce que je travaille déjà. Du lundi au vendredi, ouais. Voilà. Et du coup, je fais vivre ma chaîne perso le week-end, quoi. Excusez-moi. Pas de soucis, si je dis pas de bêtises, même de temps en temps la semaine, non? Ouais, la semaine, le soir, quand je rentre, des fois, j'ai envie de faire tel ou tel truc, mais il n'y a pas de prog, il n'y a rien, je suis pas un streamer solo de base. Bien sûr. Parce que j'allais te dire, ça c'est une perception extérieure que j'ai, donc c'est toi qui va me répondre. Mais en gros, j'ai quand même l'impression que pour un gars qui a végété dans des structures pas mal de fois et qui a eu des situations pas toujours stables et tout, j'ai l'impression que celle dans laquelle t'es depuis 2 ans, et surtout maintenant là depuis 1 an, que ce soit vis-à-vis de ton travail, de tes réseaux à toi, donc c'est-à-dire ta possibilité de remettre ta perso un peu devant, ton YouTube, d'avoir des émissions où tu as l'air quand même de te plaire et d'être dans un environnement correct, j'ai l'impression que ça te fait du bien et que t'aimes bien ça. Oui, mais j'ai jamais vraiment été dans une dans une situation instable en vrai. J'ai surtout été... Je parle de stabilité de la boîte.
Oui, bah, de la boîte, ouais. C'est vrai qu'avec Lipsia, après, le truc, c'est qu'en gros, avec Lipsia, quand ça allait bien, bah, on était tous stables. Et quand ça allait mal, on était les rois du tas de merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que à l'époque, avec Max, Zulu, moi, etc., on était les piliers de la TV1 qui marchait, euh, on va dire, après Pokémon Go, ça a pas mal marché, tu vois. Et donc, du coup, on était un peu invirable dans le sens où si nous viraient nous, il n'y avait plus rien. Et ce qui s'est passé quand on est parti, ils étaient en panique, ils ont fait l'équipe Academy et tout, qui a quand même pas mal marché au début, mais voilà, ils ont dû trouver des solutions. Donc du coup, j'ai quand même été stable, je me suis jamais dit, voilà, je vais me faire virer, là, c'est chaud, peut-être que dans 2 mois, on est viré, quoi. C'est toujours moi qui ai choisi de faire tel ou tel truc. Mais j'ai jamais été non plus big et tout. Moi, je me compare souvent aux joueurs de foot, quoi. C'est-à-dire que un Gotaga, c'est Neymar, et moi, je suis un joueur de Ligue 2, mais j'en vis, quoi. Je suis tranquille, tu vois, mais je suis pas... Quand on pense au stream game français, on pense pas à moi, tu vois. Mais je suis dans les meubles, Tu fais partie des meubles, ouais, je connais beaucoup de monde aussi. Je suis pas spécialement d'ennemis dans le game. Et ouais, j'ai beaucoup de contacts dans le sens où je connais tout le monde, mais je suis pas, voilà, si je suis en Ligue 1, je suis au DFCO, quoi. Je suis pas Mbappé, je suis pas dans les têtes de gondole. Franchement, t'es pas dans le claquant, mais au final, t'es dans une des émissions qui marche le mieux, t'es au récap. T'es quand même chez le stream, une TV qui marche relativement voilà, bien. Ta perso marche plutôt bien. J'en vis correctement. Et je trouve que ta situation est propre. Ce que je veux dire, c'est que quand je me compare aux joueurs de foot, il y a beaucoup de gamins qui veulent être joueurs de foot. Il y en a au final très peu qui en vivent. Pareil, il y a beaucoup de gens qui rêvent ou qui sont streamers qui ont peu de viewers. Yes. Moi, j'ai la chance d'en vivre. Donc, je me considère comme étant voilà, un joueur de foot qui joue et qui gagne sa vie. Mais je suis pas, en effet, dans les têtes d'affiche. Mais mon parcours et ma position aussi ont fait que c'était pas le but, quoi. C'est-à-dire que de base, au tout début, je suis devenu streamer vraiment par défaut. C'est-à-dire que personne avec Lipsia a dit oh, le nouveau streamer Xari. J'étais déjà là et les gens me connaissaient, ils savaient qui j'étais, un peu comme si Tepous devenait streamer, tu vois. Ils vont pas dire oh, le nouveau streamer Tepous. C'est Tepous, ah mais oui, on le connaît parce qu'il est dans les, il fait partie un peu des meubles pareils. Alors que par exemple, quand LRB est arrivé avec Lipsia, lui c'était le nouveau streamer, donc tout le monde l'a mis en avant. Tout le monde était en mode ouais, c'est LRB et tout. Tout le monde. Et moi, j'ai jamais eu cette hype parce que j'étais déjà là en fait. Comme Amaury, comme Tepous, t'étais les meubles, quoi. C'est bien, j'aime bien ce. Mais c'est surtout que moi, je faisais de base un travail qui était hors caméra. Donc quand je suis venu, c'était pas un accident parce que moi j'avais dit ouais, j'aimerais bien être devant la caméra parce que je pense que j'ai des choses à dire et tout. Mais j'avais pas été engagé pour ça. Donc du coup, ça s'est fait smooth, mais j'ai pas reçu un pic de tous les yeux sont braqués sur le nouveau streamer Eclipsia, qui à l'époque c'était le buzz, hein, quand t'étais le nouveau streamer Eclipsia. Et pareil aussi, j'ai aussi une personnalité qui fait que soit je plais, soit je déplais, mais je peux pas rassembler tout le monde, c'est difficile. Je suis pas un Domingo qui bon, il y en a qui le détestent, mais ce que je veux dire c'est que c'est des personnalités comme Domingo, comme Gotha, ils ont beaucoup plus de pouvoir de sympathie, tu vois. Moi, de base, de prime abord, de toute façon, t'as qu'à demander à Hugo, à ceux qui bossent avec moi, ils pensaient que j'étais le plus gros connard, quoi. En fait, si tu veux, même moi, pour te connaître, c'est vrai qu'on dirait à des moments que t'es un peu froid. Ah bah de base, moi, je suis froid de base, en fait. Hein. Quand je connais pas la personne, de base, je suis très fermé. Voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, les 2 premières semaines, c'est vraiment, pour moi, c'est un étranger. J'apprends d'abord à le connaître avant de me dire, sauf certaines personnes avec qui j'ai un feeling, par exemple LRB. Je sais pas pourquoi LRB, il avait une tête sympa. On sait tout de suite. Mais de base, quand je connais pas la personne, c'est vrai que je peux paraître froid. Puis c'est surtout que si le problème, c'est que j'ai un personnage, par exemple dans le récap et tout, où je suis un peu cinglant, je suis un peu le connard. Je vais sniper. Je vais aller, ouais, enfin sniper, j'aime pas trop ce terme parce que je me considère pas comme un sniper. Quand tu vois un Laurent Baffy et moi à côté, bon, je suis vraiment, je vis sous les ponts, quoi. Ou alors comment il s'appelle là déjà Fabrice Eboué. Ouais, Fabrice Eboué. Ouais, non, mais ça, c'est des mecs qui ont un talent insane. Tu vois, moi, je me considère pas comme ça. C'est juste qu'il y en a qui disent que je suis sniper parce que oui, je sors une vanne en fonction de ce que les gens disent. Et je vanne aussi Zulu, mais alors que c'est un très bon pote. Et il y a des gens qui se demandent mais pourquoi il est méchant avec Zulu? Parce qu'en fait, ils comprennent pas que bah, de base, on s'aime bien et que le but de faire ça, c'est de faire rire et aussi de faire un peu de punch dans l'émission. Mais ça veut pas dire que je suis forcément un enculé. Il y a plein de gens qui disent, bah, je te dis, Hugo, pour ce fait Zulu, bon, Zulu, c'était un peu bizarre parce que lui, il est arrivé dans une période où il en faisait trop et tout. Et en plus, nous, on avait perdu, entre guillemets, Gérard Skyart, etc. Donc,
Au début, personne ne le kiffait parce qu'on était en mode, bah, gros, calme-toi, voilà, tu vois, il voulait trop faire ses preuves. Mais après, ça s'est bien passé. Mais un mec comme Hugo, il a dit, putain, je l'avais vu en live, je pensais que c'était le pire enculé, et en fait, il est très gentil, tu vois. Et on a fait les rois du paf ensemble. Enfin bref, on se Ah, kiffe. vous Tu vois. entendez bien, vous entendez Mais bien. c'est vrai que de prime abord, je peux comprendre que les gens, même pas. Il y a aussi pas mal de gens ou avec lesquels je suis en soirée, et qui me disent, putain, t'es trop marrant, pourquoi t'es pas marrant comme ça, genre dans tes streams perso. Je suis en mode, je suis marrant parce que t'as dit une merde. Et que moi, mon humour, c'est de rebondir sur ce que t'as Tu peux dit et surréagir. de Ouais. faire rire les gens qui sont à côté. Si je suis seul, quand je suis en train de jouer à GTA, gros, je vais pas rigoler tout le temps. Mm. Et aussi, je suis pas mal, je suis très difficile en humour aussi. Et je souris pas pour rien, je rigole pas pour rien. C'est-à-dire, quand je rigole, c'est que vraiment, ça m'a fait rire. Et alors que Zulu, des fois, il rigole pour rien, entre guillemets, mais c'est ce qui fait sa bonne humeur. Et moi, je suis carrément l'inverse. C'est-à-dire que des fois, dans le récap, je suis comme ça, j'écoute le mec qui parle, et les mecs, ils disent Xari se fait chier, Xari il s'en bat les couilles. Non, t'écoutes juste. Xari est méchant. Je suis en mode, mais les gars, je sais pas, mais quand vous marchez dans la rue, vous êtes pas tous la 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 la. Quand je marche dans la rue, je souris pas, et ça me paraît Non, normal. je comprends ce que tu veux Et dire. il y a des gens qui se disent, ouais, mais là, t'es dans un métier où le paraître est important, tu dois sourire, tu dois être content. Et voilà, tu vois. Ouais, c'est des gens qui interprètent les choses à leur façon, à partir de ce qu'ils voient. Mais tu je vois. comprends que du coup, je puisse pas rassembler tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui m'aiment bien et qui me suivent bien. Il y a aussi des gens qui me détestent. Et voilà, mais j'ai aucun problème avec ça. Oh, au final, t'es toi-même. Hein. Et voilà, et il y en a des fois aussi qui disent, ouais, machin, Xari, il fait ça, c'est pas bien. Je fais, bah gros, juste, tu m'aimes pas. Juste marque. Je n'aime pas Xari, mais marque pas des trucs. Tu sais, Cherche pas une raison Oui, pour cultiver ton truc. cherche pas des raisons, juste tu m'aimes pas. Et je peux comprendre parce que il y a des gens que t'aimes pas, et voilà. Donc, Ça, je l'ai vécu aussi. Par exemple, je fais avant-match avec Bruce Granek, on parle foot, tu vois. Et je vois des pseudos dans le chat. Chaque semaine, ils sont là pour reprendre tout ce que je dis. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, mais en me ciblant purement, hein, même quand je dis quelque chose qui est vrai, tu vois. Donc du coup, le gars, au bout d'un moment, je suis là, bon, écoute, tu m'aimes pas. Ouais. C'est pas grave. Tu C'est m'aimes ça. pas. Mais arrête de te chercher une raison de pas m'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Arrête à chaque fois de reprendre tout ce que je dis juste pour montrer que tu m'aimes pas. On l'a compris. Tu vois, Non, mais clairement, c'est. C'est bon. Ça, c'est vraiment le truc qui arrive souvent, c'est. Je peux pas juste me dire, bah, j'aime pas la personne. Je l'aime pas parce qu'il a fait un truc qui vraiment fait en sorte que je devrais pas l'aimer et que personne ne devrait l'aimer. Bah, pas forcément, tu vois. Il y en a, je fais une blague sur X, il y a des gens qui vont dire, bah, non, cette blague, elle est vraiment pas drôle, en fait, donc je comprends pas pourquoi des gens rigolent, tu vois. C'est juste que, bah, toi, t'es pas sensible ou tu m'aimes pas, et donc, du coup, forcément. Un mec que tu t'apprécies pas, même s'il fait la blague la plus marrante du monde, ça va être difficile pour toi de rigoler, quoi. Bien sûr. Normal. Bien sûr. Je voulais qu'on prenne un petit instant, vu qu'on arrive un petit peu à la fin. Je suis désolé. Hein. Pas de souci, c'est rien. Sur ta passion pour le poker, Yes. qui date, et j'ai l'impression que tu étais quand même un des principaux joueurs de la communauté. Et moi, je voulais savoir genre d'où ça vient, et aussi si tu as déjà fait des petits résultats, entre guillemets, sympas, même si je sais que t'es pas du tout pro et que t'as pas la prétention. Bah, j'ai gagné 102 000 euros, là, il y a. Non. Franchement, si ça avait été vrai, j'aurais été bouche bée quand même. Ouais. J'aurais acheté une maison, peut-être, allez. Non, en vrai, j'ai commencé parce que ma copine joue au poker. D'accord. Et en fait, j'avais toujours été un peu intéressé par le poker, mais j'étais en mode, ouais, c'est complexe, c'est dur et tout. Et puis après, ça m'était un peu sorti de la tête, tu vois. C'était plus quand j'étais au lycée, à l'UT. Mais j'avais d'autres trucs à faire, tu vois, entre guillemets. Et du coup, ma copine jouait, et je me suis dit, bah, c'était intéressant. Genre, en plus, c'était pas, honnêtement, sans être misogyne ni rien, c'est pas du tout un milieu de meuf. C'est plus un milieu de mec qu'un milieu de meuf, quoi. Tu vas dans un tournoi en live. Donc en live, c'est en IRL, quoi. T'as 2% de meufs. Il y a 10% de meufs au grand max, quoi. Et du coup, bah, c'était assez intéressant, c'était marrant de noter ça. Et voilà, elle a commencé à me dire, à m'apprendre un peu. Moi, j'ai commencé à regarder, à lire des trucs, à regarder des vidéos, etc. Et puis je m'y suis mis tranquille, sans live, hein, de base, je jouais comme ça. Puis après, j'ai commencé à live un peu dessus. Donc à l'époque, j'étais en Angleterre, donc j'étais sur PokerStar le .com, donc tu joues avec tout le monde. Donc ça c'est t'as énormément de tournois. Et c'est là où t'avais les gros tournois. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. On m'a dit en France avec l'Argel, c'était un peu. Bah ouais, en France, en gros, tu joues. Bah là, maintenant, tu joues avec les Espagnols, mais tu joues que avec les Français. Donc du coup, t'as beaucoup moins de gens. Donc du coup, les tournois sont pas énormes. Alors que sur le .com, tu joues avec techniquement le monde entier, ou presque tout le monde. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de tournois et tout. J'avais été d'ailleurs approché par PokerStar France. Et j'avais eu un mini partenariat, genre j'avais 100 balles de tickets par mois. Et, sauf que moi, j'avais des tickets en plus sur le .com parce que j'étais en Angleterre.
Et j'avais même été approché à un moment pour la Maison du Bluff, pour la dernière saison. Oh! Genre, ils avaient dit, ouais, on cherche des mecs pour faire la Maison du Bluff et tout. Et j'avais été casté, ils m'avaient dit, ouais, c'est cool et tout. Et en fait, ils avaient pris des sportifs à la place de mecs d'internet. En fait, c'était souvent, tu prends des clichés un peu, entre guillemets, la bimbo, le machin, le truc. Puis tu prends aussi quelques personnalités. Et ils ont préféré, après, c'est Énergie 12. Donc, en fait, de ce que j'ai compris après coup, ceux qui géraient la partie poker, ils auraient préféré que ce soit des gamers un peu qui fassent l'émission. Ceux qui étaient au-dessus, donc la chaîne, ils étaient en mode ouais, mais ça va faire 0 vue. On préfère prendre Amaury Levaux, le champion olympique. Alors qu'honnêtement, je pense pas que voir Amaury Levaux jouer au poker, ça déchaîne les vues, quoi. Donc, Je pense pas qu'il y ait des milliers de personnes qui disent. j'avais réfléchi, quand il m'avait casté, j'avais réfléchi à est-ce que je le fais ou pas, tu vois. Et j'avais dit, bon, c'est une télé-réalité, mais c'est quand même la moins pire dans le sens où c'est quand même bien axé sur le poker. Tu dois apprendre le poker, c'est une école de poker. Et puis, me considérant comme pas étant pas trop débile non plus, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment me faire baiser si jamais j'y vais? Enfin bref, j'ai pesé le pour ou le contre. J'étais plutôt enclin à y aller, dans le sens où aussi à l'époque, ça met aussi tu vois, les flashs un peu sur toi. Donc, pour ma carrière après coup, ça aurait pu être marrant si j'avais pas fait de la merde, entre guillemets. Mais finalement, ça s'est pas fait. Et quand je suis rentré en France, je continue à streamer du poker et tout. Et il arrive du coup ce fameux moment à la Villette. Donc là, en ce moment, c'est en pause parce qu'il y a eu un petit souci avec le Winamax Poker Tour. Mais le Winamax Poker Tour, en gros, c'est plusieurs tournois dans plein de villes de France gratuits, où tu te qualifies en ligne, gratuit. Et quand tu arrives dans les top places, tu peux, c'est un satellite donc, qui te permet d'avoir accès à une finale qui, elle, normalement, coûte 500 balles. Quoi. Et donc, j'arrive là tranquille, fort de mes petits streams poker et tout. Je m'étais qualifié en ligne tranquille. Et j'arrive à la Villette sans prétention. Incognito total, juste pour faire un tournoi en live. C'était mon premier tournoi en live. Donc, en live, je rappelle, c'est IRL en poker. Quand on dit en live, c'est sur des vraies tables. Quand ce tournoi 2016, 17 peut-être C'était. On venait d'arriver à Paris. 2016, du coup. Soit fin 2016, soit novembre 2016, soit 2017. Enfin bref, dans ces eaux-là. D'accord. Et donc j'arrive, je commence à poster sur Twitter. Oh là là, j'ai X jetons, machin. Je fais un magnifique paire d'as contre paire de roi contre paire de dames. Tac. Et du coup, le stream officiel se lance sur la table télé à 14h, je crois, ou à midi. Et donc le matin, moi, j'avais survécu et tout, j'avais commencé à envoyer des tweets. Et du coup, sur le chat, les mecs commencent à spammer, allez voir Xari et tout, parce que ils ont lancé sur Twitch. Et forcément, ayant une communauté Twitch, ils avaient genre 200 viewers. Et moi, j'ai tweeté, vous pouvez venir voir la table télé. Il y avait personne sur la table télé, c'était personne qui connaissait, quoi. Et il y a 200-300 personnes qui ont spammé, et il faut voir Xari et tout. Et donc le mec, donc Harper, que maintenant je connais bien évidemment, vient me chercher. Et en plus, moment ridicule, au moment où il se déplace pour aller me chercher, moi je pars aux toilettes. Donc en gros, je passe devant lui et tout le chat il dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et du coup, il arrive, il fait il est où Xari, table 37, siège 7, je sais pas quoi. Moi je reviens, il me fait salut et tout. Et en fait, de base, il pensait que j'allais être un petit clown, tu vois. Et il me pose des questions et je réponds ultra sérieux. Je fais ouais, là, je viens de réussir un coup et tout. Trop marrant, machin. Et il est en mode ah oui, mais en fait, t'es sérieux. Je fais en mode je sais pas, j'avais pas compris que c'était une interview un peu. J'aurais pu dire je suis passé, j'ai vu la porte ouverte, je suis rentré et tout. Et donc, du coup, voyant que sur le chat, tout le monde me demandait, et vu que c'est un tournoi gratuit, ils peuvent un peu changer la table télé comme ils veulent. Paf, ils mettent en table télé et là, le buzz, tu vois, genre le buzz pour eux parce que du coup, je tweet, je suis en live. Et c'est trop marrant parce que ça faisait vraiment, même si c'était un tournoi qui n'a aucun intérêt, enfin pas beaucoup d'intérêt parce que c'est un free roll et tout, pour des gens qui regardent le poker, ils s'en foutent de voir des gens jouer pour, entre guillemets, pas grand chose. Mais ça faisait vraiment table télé de Las Vegas parce que c'est une vraie table télé, t'as la croupière, t'as les cartes et tout. Ouais, c'est stylé, et du coup, moi, au fur et à mesure des tweets, t'as du Zerator, du Domingo et tout qui viennent, qui tweetent en mode oh là là, Xari arrive, il combat les meilleurs, tu vois, il joue contre les meilleurs joueurs de poker au monde et tout. Et je crois que le stream fait un pic à 10 000 viewers, tu vois. Sachant que eux, de base, ils étaient habitués à avoir 500, 600 sur ce genre d'événement, tu vois. Donc après, ils viennent me voir, ils font mais c'est pas mal le gaming, tout ça. Et du coup, partenariat avec eux, j'étais en mode écoutez, moi je suis chaud pour faire des trucs avec le poker, c'est toujours cool. Et du coup, ça dure là depuis 2 ans. Je suis en partenariat avec eux, ça se passe très bien. Ils me filent des tickets pour que je joue, je fais leurs events, je les mets en avant aussi quand je joue, voilà. Donc partenariat classique, mais très sympathique. Parce que ça me permet de jouer sans pression. Vu que je joue avec des tickets, des fois je sors je sors des petits expressos 50 balles ou du petit tournoi un peu plus haut, mais ça me permet d'avoir cette
cette distance et pas de te plonger en mode oh, il faut que je rejoue et tout. Je suis vraiment, moi, je sais que je suis un casu, j'en vis pas et je fais pas de bankroll management et tout, mais ça reste une passion et c'est très cool, quoi. Et du coup, t'as déjà fait un petit tournoi sympa, genre où t'as touché une petite somme, un truc comme ça? Sur Winamax, j'ai gagné l'Afterfoot, hein, qui est un beau tournoi, un beau 2 balles quand même. J'ai fait une fois deuxième, une fois premier. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a entre guillemets buzzé, ou une des vidéos où je fais deuxième de l'Afterfoot, où à partir de la fin, je suis en roue libre, je commente. C'est comme si j'étais aux Jeux Olympiques, je suis en mode oh là là, et Mouraldo, le joueur brésilien qui va peut-être. Parce que pour ceux qui savent pas, l'Afterfoot, c'est vraiment un tournoi dit de boucherie. C'est-à-dire que à la fin, personne a 2 jetons. Donc tout le monde fait des all-in de partout. Donc en gros, bien sûr. c'est du poker vraiment de bas étage. C'est-à-dire que c'est vraiment du push or fold, il n'y a rien de ouf. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il y a des retournements de situation et tout. Et le titre, j'avais marqué Ivre, il gagne plein d'argent, tu vois. Parce que je finis deuxième et tout. Et il y a plein de gens du milieu du poker qui sont tombés sur cette vidéo. Et en événement et tout, dans les tournois, ils font oh, putain, j'ai vu cette vidéo, MDR, trop marrant, mec. Alors qu'il suis un récréatif et que voilà, tu vois. Et ouais, j'ai gagné ça, et puis j'ai fait 2-3 perfs, 2-3 ITM dans des tournois IRL, mais rien de ouf, quoi. Genre par exemple, c'était des tournois à combien d'entrées? À Dublin, j'ai fait 2 places payées, des tournois à 80 € l'entrée, et j'ai fait aussi une place payée au premier Winamax Poker Tour, un side event, où j'avais fini voilà, dans 12e, je crois, un truc comme ça. Et premier, deuxième d'un Afterfoot, un truc comme ça représente combien? 200, 300, 400 €? Premier de l'Afterfoot, ouais, c'est ça, 350 balles, un truc comme ça. Deuxième, ça doit être 300 balles. Voilà, les plus gros trucs que j'ai gagnés, c'est pas plus de. Je crois que le plus gros truc que j'ai gagné, c'est un Expresso 50 qui donne 600 balles et je l'ai gagné, quoi. Mais j'ai jamais fait un deep run sur un petit tournoi, mais un très gros deep run, du coup, dans les 3 premières places qui te donnent vraiment des thunes. Ou alors, j'ai jamais fait de deep run correct, mais sur des tournois à 100 balles, parce que bien sûr. les gros deep runs, c'est dur. Et puis, sur les tournois à 100 balles, j'avoue que je suis pas non plus. Je craque pas mes thunes, quoi. Donc. Ouais, bien sûr. Okay. Mais je kiffe. Et là, le Sismix qui arrive, parfait. On va pouvoir s'en donner à cœur joie en Espagne. Bah, j'ai hâte aussi. Écoute, il y a pas mal de gens qui viennent en plus. Il y a LRB et tout. Ça va être cool. Peut-être Gigi. Ah ouais. Bah écoute. Je te l'apprends. Voilà, ça va être marrant. Bon, bah du coup, on arrive un peu à la fin. Je voulais prendre une petite parenthèse poker. T'as passé un bon moment, j'espère? Ouais, je parle beaucoup. J'ai la salive qui commence à manquer un petit peu. Je parle vite parce que je me dis, il faut parler en x2, tu vois. Non, je rigole. Non, mais en vrai, ouais, je sais que je parle beaucoup, mais souvent dans ce genre d'émission, en plus là, on n'a pas le temps de tout dire. Il y a tellement de trucs qui sont passés. Le seul truc que moi je regrette en parlant à chaque fois du passé et tout, c'est que je me dis, j'aurais dû en 2012 commencer à tous les jours, je marque un truc dans un carnet et dans 5 ans, tu fais un livre en mode le stream game du début, parce que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans... Tout le monde aura oublié ça. C'est pas que tout le monde aura oublié, mais c'est surtout que ce sera beaucoup plus mainstream. C'est-à-dire que là, le Twitch game dans les milieux jeunes, entre guillemets, enfin, les mecs qui jouent un peu, qui sont un peu geeks, etc., entre guillemets, voilà, connaissent, mais peut-être que dans 25 ans, ça sera aussi big que la télé, tu vois, entre guillemets. T'imagines les dessous de la télé des années 80? Bah justement, il y a plein d'émissions comme ça où ils parlent du début de la télé et je suis en mode, putain, c'est trop drôle. Mais du coup, il y a plein d'anecdotes que j'ai oubliées, mais je me dis, putain, si je les avais notées, on aurait pu sortir un bon bouquin dans 10 ans, que de 2012 à, je sais pas, de 2012 à 2032. Voilà, tu as 20 ans de streaming. Toi, tu m'as dit ça, Max m'a dit un truc similaire, Narcus, je crois, va faire un truc similaire. Ouais. Puis là, je pense que si vous vous réunissez à 6-7 et que vous commencez à sortir les anecdotes que vous avez dans votre tête, il y a moyen non, mais en vrai, on peut le faire. De toute façon, je pense que dans 15 ans, si le stream marche toujours, il y aura une émission énorme du genre enfant de la télé où tout le monde dira « Ouais, je me rappelle, en 2012... T'as un Rur qui voulait investir dans le Bitcoin et puis on devait faire ça et machin. Enfin, tu vois, il y a plein d'anecdotes. Les enfants de la télé dans l'arena, sur le stream, après le quiz. Je sais pas, peut-être, ouais, peut-être que plus gros. Hein, dans 10 ans, ça se trouve, ce sera un grand Rex. Genre. Qui sait. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, bah merci Xari. J'espère aussi que tu as apprécié. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle la prog des 3 semaines à venir, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là au début. La semaine prochaine, je reçois Monsieur le V12. Dans 2 semaines, je reçois Cyril, du coup, ce super connard. Je sais pas s'il veut toujours... Cyril, voilà. Okay. Attention. Désolé. Et dans 3 semaines, je reçois Amixem. Voilà. J'ai encore Bum Laden en attente et d'autres. J'ai écouté vos noms. Vous m'avez demandé. J'ai donné. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite bonne soirée. Ciao. Salut sur le stream. Au revoir.